Yolanda. C'est bon. Bonjour à tous. Donc, je pense que c'est plutôt l'association des étudiants et stagiaires maliens de Lyon qui organise une conférence aujourd'hui. Donc, je vais leur laisser la parole. Merci. Bonjour, merci beaucoup, Sega. En effet, donc c'est l'association des étudiants et jeunes maliens de Lyon qui organise cette conférence. Le thème qu'on a choisi pour cette conférence, c'est l'éducation. Tout au long de la conférence, on va pouvoir discuter de l'éducation tout au long de ces années au Mali, donc de 1960 à nos jours. On va parler des faits marquants qui seront déroulés. On va analyser ces faits marquants et on va aussi se projeter par rapport à cette éducation. Donc, je vais passer la parole à Fantadja, donc présidente de l'association des étudiants et jeunes maliens de Lyon, pour vous parler un petit peu de cette association. Du coup, bonjour tout le monde. Moi, c'est Diara Fanta. Je suis présidente de l'Association des étudiants et jeunes maliens de Lyon. Nous, on est une association à but non lucratif qui sont là spécialement pour accompagner les étudiants dans leurs tâches administratives. Nous organisons aussi plusieurs événements, des événements culturels, des conférences, des événements sportifs dans le but de que la communauté malienne de Lyon se retrouvent, se rejoignent. On est une association basée à Lyon, mais on essaie de mener des activités et des projets au Mali, étant des étudiants de la diaspora. Et du coup, voilà un petit peu notre association. Mais bon, post-Covid, en ce moment, on est un peu en stand-by, mais on essaie quand même de rester constant dans les activités, d'accompagner les jeunes du mieux que l'on peut, d'organiser autant de projets que l'on peut, surtout au Mali et maintenant. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à notre page. Pour les étudiants qui sont en France, pour les étudiants qui sont à Lyon, n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Merci beaucoup, Fanta. Sans plus tarder, je vous propose de commencer. Je passe la parole à Khalilou. Khalilou, je t'en prie. Très bien. Merci beaucoup, Youssouf. Je suis juste en train de reprendre les biographies parce que donc je ne connais pas bien tout le monde pour les lire. Parfait. Donc, vous m'entendez, tout va bien? J'imagine que oui. Alors, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, vous savez qu'aujourd'hui, la question de l'éducation est une question une question d'une préoccupation importante au Mali aujourd'hui. D'abord parce que depuis un certain nombre d'années, les élèves n'arrivent plus à finir l'année, à étudier normalement. Ensuite, à cause des grèves. Ensuite, parce que avec la crise sécuritaire, la fermeture des écoles au centre du pays et au nord du pays ont augmenté le nombre des personnes déscolarisées ou non scolarisées qui étaient déjà très bas. Donc, en plus de ces facteurs conjoncturels, il y a aussi des facteurs structurels de longue date, tels que la défaillance des politiques publiques, la mise sous tutelle de l'éducation, la mise sous tutelle des institutions internationales de l'éducation au Mali, les manques d'infrastructures et de personnel qualifié qui ont donc contribué à la situation actuelle de l'éducation au Mali. Donc, comment en est-on arrivé là? Quelles sont les solutions justement pour en sortir? Pour débattre de cette question, nous avons 4 intervenants. Donc, je vais essayer de les présenter de manière succincte. Nous avons d'abord Sega Diarra. Sega Diarra est politologue, il est chef d'entreprise, journaliste et consultant malien. Il est diplômé d'un MBA donc de l'université Paris-Sorbonne. Donc il me semble que c'est le Sega, si je me trompe, il faudra me corriger tout à l'heure.
Donc, il est diplômé d'un MBA en communication obtenu à l'université Paris-Sorbonne. Il est diplômé également de l'Institut d'études politiques de Paris, donc IEP. Il est également diplômé ingénieur donc de l'École polytechnique fédérale de l'Université de Lausanne. Et il est également fondateur de la plateforme d'information Mali Actu. Donc, en plus de ces gars, nous avons Modibo Diallo, qui est consultant conférencier, qui est directeur des publications. Alors, je ne sais pas si c'est un quotidien ou un hebdomadaire, Info7, vous le préciserez. Il était aussi ancien directeur général du mémorial Modibo Keïta. Donc, il a également été journaliste à Jeune Afrique. Je rappelle qu'il a été également étudiant à l'université Paris 1 et a fait un DA en histoire de l'Afrique. Ensuite, nous avons Mohamed Amara, qui est sociologue, rattaché au centre Max Weber de l'Université de Lyon et enseignant-chercheur également à l'Université alors je ne sais pas si je ne sais plus si on dit Université de Bamako ou pas, en tout cas la faculté des sociaux et d'anthropologie de l'Université de Bamako. Et donc, pour finir, notre quatrième intervenant est Guindo Isiaka, qui est étudiant juriste et professionnel du développement en formation. Isiaka Guindo donc a fait sa formation au Maroc et est actuellement donc en droit international et politique de développement à l'Université de Paris. Voilà, donc pour commencer la discussion, je voudrais tout simplement commencer par peut-être M. Diallo. Au Mali, aujourd'hui, on parle beaucoup d'avant, de la période d'avant, comme une période où les élèves maliens avaient un très bon niveau, les élèves et étudiants maliens avaient un très bon niveau, une période où tout allait bien. Et donc, je voulais peut-être commencer par vous et vous demander si est-ce que ça correspond à la réalité ou c'est juste une idée reçue, cette question du niveau des étudiants et des élèves maliens avant. Alors, Modibo Diallo, je ne sais pas si... Merci bien. Moi, je pense que le niveau des étudiants... Allô? Oui, moi, je vous entends. Je peux aller? Oui, allez-y, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, oui. Allô? Oui, on vous entend. D'accord. Je disais que le niveau des étudiants, des élèves est une question, je peux même dire, mondiale. Chaque pays se plaint du niveau actuel. Mais pour le cas du Mali, je pense que c'est un vrai problème parce que c'est lié à la crise de l'école et c'est même lié à la crise même de la société. Parce que à partir des années 80 surtout, l'école n'a pas pu se retrouver, l'école n'a pas pu se relever des troubles sociaux que le pays avait connus et aussi des troubles internes de l'école, de la crise interne de l'école. Il n'y avait pas les structures d'accueil ne suffisaient pas, les enseignants n'étaient pas au nombre suffisant et aussi les enseignants n'étaient pas bien formés, pas tous, mais puisqu'ils n'étaient pas en nombre suffisant, on a fait appel à d'autres personnes qui étaient moins qualifiées et du coup, le niveau se ressent. Et au Mali, quand on parle de baisse de niveau, c'est que rencontrer, il y a eu des études là-dessus, des études de l'UNESCO d'ailleurs, des étudiants peuvent arriver au-delà de la 3e année, c'est-à-dire être en 4e année, 5e année, sans pouvoir lire correctement 2 phrases ou sans pouvoir comprendre une phrase simple. Je pense qu'au niveau de l'université aussi, c'est pareil. Quand on entend les étudiants parler, on se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose dans leur tête. Parce qu'il faut d'abord maîtriser la langue, qui est l'outil de travail. On s'exprime dans la langue. Et tout cela est dû, à plusieurs facteurs. Il y a les facteurs structurels, c'est-à-dire les capacités d'accueil ne sont pas
il y a aussi la qualité des maîtres, mais aussi il y a des problèmes. Nous sommes en grève générale illimitée et non déclarée, parce qu'il ne se passe pas un seul jour où un secteur en grève, enfin, une école, un secteur d'enseignement. Tout cela concourt donc, monsieur Diallo, je voudrais répondre les élèves ne reçoivent pas la quantité de connaissances qui doivent être mises à leur disposition. D'accord. Donc, je me demandais si cela a toujours été le cas. Est-ce que c'était le cas au lendemain de l'indépendance jusqu'aux années, justement, parce que vous situez le début de la crise aux années 80. Est-ce que c'était également le cas des années 60 aux années 80? Non, ce n'était pas le cas, pour autre raison. Je dirais que en fait, le problème de capacité d'accueil a toujours été posé, mais ce n'était pas aussi prononcé. Un. Deuxième, la qualité des enseignants. Le problème s'est posé au lendemain des indépendances, mais il y avait un effort conséquent pour que les maîtres recrutés, ce qu'on appelle les 6 outards, soient encadrés, formés et passent tous les examens qu'il faut. Ce qui fait au bout de 5 ans, ils sont devenus des enseignants accomplis. L'école aussi n'était pas troublée, la politique ne s'était pas invitée à l'école. Et donc, il y avait très peu de grèves. Il y avait des années, on pouvait faire 5 années sans grève. Et quand il y avait des grèves, ça ne durait pas la semaine. Et c'était dans un ordre d'enseignement donné. Bon, voici les vrais facteurs qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir, on n'arrive même pas à enseigner. En fait, le problème au Mali, c'est qu'on n'arrive pas à enseigner. Et puisqu'on n'arrive pas à enseigner, du coup, les élèves ne sont pas au niveau. Quand on passe, je ne sais pas, cette année, par exemple, je crois qu'au lieu de 25 semaines, on a dû valider 13 à 15 semaines d'enseignement. Donc, pour répondre, ce n'était pas du tout le cas dans les années avant 1980. Et c'est à partir de 80 que nous avons connu de façon ininterrompue cette crise-là. D'accord. Très bien. Maintenant, je me tourne vers Sega Diarra. Je me demandais justement qu'est-ce qui a changé entre les années donc 60 à 80 et donc les années 80. Maintenant, qu'est-ce qui a changé qui justement expliquerait la situation actuelle de l'enseignement, enfin de l'éducation au Mali? Merci beaucoup pour cette initiative. Je vais abonder dans le même sens que M. Diallo. Effectivement, moi je dirais même que l'école malienne a connu 3 temps, c'est-à-dire que les périodes d'après les indépendances, la période des ajustements structurels, donc dans les années 80, et ensuite la période de la démocratie, mais en réalité, ce n'est pas la période de la démocratie, mais je dirais plutôt la période de la décentralisation. Et dans ces 3 temps-là, on se rend quand même compte que la situation s'est considérablement dégradée, ne serait-ce que quand on s'intéresse aux grands indicateurs fournis, que ce soit par l'UNESCO, la Banque mondiale, je ne vais pas citer de chiffres, mais le constat est alarmant. Et ce constat-là nous interpelle tous parce que ces différents temps ont quand même coïncidé avec un certain nombre de réformes qui ont été adoptées et on se rend compte qu'ils ne coïncidaient pas aux attentes, en tout cas, de la population. Donc, ce que je peux dire en début c'est que aujourd'hui, si l'éducation n'est plus une priorité parce que dans les textes, on entend de moins en moins les autorités maliennes dire que l'éducation est un droit pour tout enfant, alors que c'était le cas dans les années 60. L'éducation était un droit qui était quand même proclamé, que ce soit par les pouvoirs publics, mais aussi par les décideurs. On se rend compte qu'il y a eu beaucoup de facteurs. D'abord, les facteurs sont politiques. Dans un premier temps, l'école avait un but. En 1960, donc c'était la fin de la colonisation, il fallait former assez rapidement des fonctionnaires, des cadres supérieurs, donc pour remplacer le colonisateur. Donc l'école avait une mission bien définie. Et on se rend compte que cette mission lui a été dévolue par le temps à cause des programmes d'ajustement structurel parce que tout simplement, les enseignants alors, je crois qu'on a perdu Sega. Oui, je suis là maintenant. Ah, voilà. Oui.
Donc, et la Banque mondiale, donc, comme je disais, avec les programmes d'ajustement structurel, voulait une maîtrise budgétaire et c'est passé par là. Donc, on a commencé à toucher à l'éducation. Donc, je dirais, ces programmes d'ajustement structurel ont causé beaucoup de tort à l'école malienne parce que c'est en ce moment-là que l'objectif de l'école a complètement changé. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut noter, c'est que il y avait aussi un aspect politique qui était assez important pendant cette période-là. C'est que le nouveau régime qui était venu, qui était un régime militaire, donc, était farouchement combattu par des intellectuels. Et à cette époque-là, les intellectuels, c'était des universitaires. Les intellectuels, c'était les enseignants. Donc, le système militaire a tout fait pour vraiment casser les ailes des enseignants, faire en sorte que l'école ne puisse plus être un endroit où on peut réfléchir à notre avenir. Donc, c'est pour cela à partir de cette période, on a commencé à former des gens qui sont capables de lire et écrire, mais qui ne sont plus capables de réfléchir pour un lendemain meilleur. Maintenant, donc pour terminer sur le troisième temps, j'avais dit 3 temps assez rapidement, le troisième temps est le temps de la décentralisation. Donc, avec la décentralisation, on a oublié un facteur important, c'est la négociation de la délégation. Il n'y a pas eu de négociation. Donc, tout d'un coup, on a imposé à l'État, l'État central, en fait, d'être l'orchestre de sa propre mort, de son déclin, parce que on a enlevé à l'État l'enseignement primaire. Comme quiconque sait aujourd'hui que l'enseignement de base est le socle de tout développement, mais aussi c'est le secteur le plus compliqué à gérer. Et si on confie l'enseignement de base à des communes, à des communautés créées de toutes pièces qui manquent de compétences et de moyens, c'est pour délibérément vraiment tuer l'école malienne. Donc, au-delà de cela, ce que je peux dire, c'est que peut-être on peut voir par là la volonté des partenaires de pouvoir agir directement sur l'enseignement de base et avec des partenaires locaux plutôt que d'avoir un État puissant en face qui pourra être d'une rigidité pour l'atteinte de leurs objectifs. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans cette phase-là avec beaucoup de difficultés, mais qui ne sont pour autant pas insurmontables. Très bien. Merci beaucoup. Maintenant, je me tourne vers Mohamed Amara. Sega Diarra a parlé des différents objectifs de l'éducation. Donc, il nous semble que de la période coloniale aux années 80, l'objectif était vraiment de former des cadres assez rapidement pour les mettre à la disposition de la nouvelle République. Et donc, justement, je me demandais, Mohamed Amara, quels sont les buts pour vous, quels sont les buts donc de l'éducation donc des années 60 aux années 80 et comment ensuite ça a évolué à partir de cette période-là. Bien, bonjour tout le monde, c'est toujours plaisant. Et puis bon, je vais construire sur ce qui a été dit par Diallo et Sega et Khalil, tu me coupes quand c'est long, comme ça tout le monde pourra parler. Bon, je pense que Sega a dit quelque chose d'intéressant sur le fait que les choix politiques éducatifs ont été les propres, ont en tout cas périclité le système d'enseignement. Qu'est-ce qui a manqué, c'est-à-dire rétrospectivement, quand on regarde, ça a été dit, de l'école des otages jusqu'à l'école des chefs sous la colonisation, on avait un système d'enseignement qui était d'avoir des commis, quoi. Quand on est devenu indépendant, ça c'est la séquence de l'indépendance du Mali, on avait un enseignement qui était un enseignement de masse et de qualité. Ça n'a pas beaucoup fonctionné parce que on refusait, les Maliens, les populations maliennes refusaient le système éducatif. C'est ça aussi qu'il faut voir parce qu'il y avait encore ce rejet de la colonisation qui est resté et donc on confondait le système éducatif, en tout cas, au pouvoir de domination coloniale. C'est pourquoi ça n'a pas marqué. C'est la première analyse qu'on peut faire. Ensuite, il y a eu le coup d'État. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais avant, il y avait quand même la réforme de 1961 qui est importante, qui était l'initiative de tous les États africains, qui s'est tenue, je pense, dans un pays africain, je ne me rappelle plus exactement. En Éthiopie, donc à Addis Abeba, où il fallait faire quelque chose, quoi. Donc, en gros, décoloniser les esprits. On n'a pas réussi à inscrire notre système dans cette tentative de décolonisation des esprits. Ça, c'est le deuxième échec, en plus du fait que les populations rejetaient le système éducatif.
Ensuite, je saute le pouvoir de Moussa Traoré, j'arrive donc à la petite révolution des années 90, où il y a eu quand même beaucoup de tentatives, comme la nouvelle école fondamentale, par exemple, qui essayait de créer un citoyen patriote capable de penser par lui-même, avec des valeurs et des principes traditionnels, mais aussi universels. Et ça a échoué parce que ça a été précipité et mal compris. Vous voyez, et 99, ça a été la suite, c'était toujours Alpha. C'est là où il y a eu le Codec que tout le monde connaît, tout le monde a connu cette tentative de réforme. Bon, je passe les différentes réformes comme PISA, comme le curricula. Après, bon, au niveau de l'enseignement supérieur, le système LMD qui existe depuis 2008, qui a du mal à s'installer, parce que, et là je vais terminer par là, parce qu'il y a un problème qui a été souligné d'une façon ou d'une autre par Modibo, qui est la qualité de la formation, qui est aussi le manque de moyens, de ressources humaines et économiques. L'école est devenue en quelque sorte le parent pauvre des différents systèmes politiques. Politiques pour changer la donne, alors qu'on sait tous très bien, ces gars l'avaient souligné par un moment, que la base, l'école, reste le socle du développement. On avait, avec le PISA, on était un village, une école, vous voyez. Il fallait avoir des villages et des écoles, mais sans se poser la question sur le contenu des enseignements, sur la qualité, sur la performance. Voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui sont là et qui sont à soulever, je vais être bref, et qui sont devenues aujourd'hui des tendances lourdes de l'école malienne, on en parlait quand on préparait, c'est-à-dire il y a une permanence des problèmes éducatifs. Toutes ces séquences que je viens d'évoquer rapidement, ces séquences éducatives, donnent le sentiment que le Mali est pris, je caricature un peu, sur le rond-point des systèmes éducatifs inconstants. On n'a jamais eu un système éducatif constant dans le temps qui permet d'avoir une fabrique du Malien de demain sur l'ensemble du territoire malien. Regardez aujourd'hui, selon l'UNICEF, il y a près de 1000 écoles qui sont fermées où les gens ne peuvent pas aller à l'école à cause de la crise sécuritaire, et le centre du Mali, le delta central en particulier, est beaucoup plus touché que d'autres zones du Mali, malheureusement, parce qu'on a cette tendance lourde qui est la permanence donc d'un système inconstant qui n'a pas permis de fabriquer tout ça. Et dernier point, je termine, Khalil, c'est que parce que la permanence de ces problèmes, ces tendances lourdes d'avoir un système constant, a abouti à différentes formes d'incertitude, qui reposent, et je le pense, c'est une hypothèse que je pose, sur laquelle on peut échanger, mais qui pose aussi la confiscation du pouvoir par une élite. Si le système éducatif est devenu le parent pauvre des politiques de développement ou des politiques publiques, au point qu'aujourd'hui, à la base, on a plus d'écoles privées que d'écoles publiques, où on sait très bien ce qui se passe dans certaines écoles privées au niveau de la qualité de l'enseignement, c'est parce que derrière, on n'a pas l'élite, la classe dirigeante, je veux dire, peu importe laquelle, n'a pas été capable et a confisqué le pouvoir et n'a pas permis de redistribuer, d'avoir des politiques qui sont des politiques égalitaires. Donc, ça pose la question des injustices, ça pose la question des inégalités. D'accord, Mohamed, je vais être obligé de t'arrêter. Merci beaucoup. Alors, on va tout de suite parler on va parler des réformes qui ont eu lieu justement, parce que vous avez été plusieurs à parler de la réforme des 62, mais aussi des autres réformes de l'éducation qu'il y a eu au Mali, il y en a eu beaucoup. Mais avant cela, j'aimerais me tourner maintenant vers Isiaka Guindo pour lui demander justement, est-ce que tu penses maintenant est-ce que vous pensez avec un peu de recul maintenant avoir reçu une bonne formation au Mali ou pas, vous qui êtes, je pense, allé à l'école après les années, après la démocratie, le renversement du régime de Modibo Keïta? Merci. De prime abord, moi, je tiens à remercier mes prédécesseurs qui sont une sorte de bibliothèque vivante pour nous tous. Avoir participé à une conférence avec eux, c'est un honneur réel pour moi.
Et ceci étant, je voudrais tout compte fait rebondir sur les éléments qu'ils ont soulignés, en effet, en mettant l'accent sur le fait de manque de réalisation de nos programmes et de nos réformes. Ceci étant, nous devons, en ce sens, mettre l'accent sur ce qui est de la gestion axée sur le résultat. Le Mali ne manque pas, en effet, des réformes et des programmes de lois éducatifs. Ceci étant, d'ailleurs, certains même considèrent le Mali comme un pays très réformateur, un pays très adapté et toujours qui fait appel à des réformes. Et là, en ce sens, en mettant en exergue l'éducation au Mali, ça nous fait revenir dans la période coloniale. Et là, moi, je vois l'éducation malienne en 4 étapes. Premièrement, c'est-à-dire notre système traditionnel qui a été délaissé au profit du système de l'administration coloniale. Ceci étant, dès les années, on peut dire fin du 19e siècle, quand la colonisation, plutôt l'administration coloniale s'installe, elle a juste voulu, c'est-à-dire changer les mentalités. Et donc, inculquer les valeurs françaises sur les étudiants. Et d'ailleurs, dans les années, au 19e siècle, on parlait des écoles des otages. Ça veut dire l'objectif, c'est de forcer, c'est-à-dire procéder à des forces, évidemment, hein, inculquer des valeurs pour que ces fils de notables, des chefs, puissent devenir des auxiliaires de l'administration française. Et ceci étant, pas seulement le Mali, et tous les pays dans l'OAF ont été, c'est-à-dire drainés par des lois françaises en termes éducatifs, et la loi de 1903, 12 et 48. Mais justement, en 1960, notre père fondateur, Modibo Keïta, a juste vu que l'essentiel, c'est l'éducation, c'est la matière grise, c'est le capital humain. Et la réforme de 1961-62 s'inscrit dans cette logique. J'imagine bien, en 60, lorsqu'on accède à l'indépendance, il n'y avait que 3 vétérinaires médecins, 3 médecins, 10 juristes, 10 économistes. Donc, les cadres maliens intellectuels étaient dérisoires pour se lancer dans un processus de développement. Donc, l'objectif, c'était la décolonisation de l'esprit dont notre père a évoqué. Ceci étant, on a vu que la réforme de Modibo Keïta était une bonne réforme qui s'adaptait, c'est-à-dire qu'il liait la modernité à la tradition, et c'est-à-dire qu'il poussait les étudiants, plutôt les Maliens, à avoir l'envie d'apprendre. En 60, il y avait 8% d'enfants qui étaient scolarisés. Mais avec les réformes de Modibo Keïta, on est arrivé à 20%. Et c'est le coup d'État, je maintiens et je le redis, c'est le coup d'État de 1968 qui a mis un coup d'arrêt à ce processus, comme le sociologue a mentionné, puisque pour qu'il y ait une éducation forte, il faut qu'il y ait un système éducatif constant et permanent. Et là, dès lors qu'on met un coup d'arrêt aux réformes de 62, là, on rentre dans une période de non-réussite du système éducatif. Je ne parle pas d'échec, mais de non-réussite. Puisque de 68 jusqu'à nos jours, nous sommes dans des réformes conjoncturelles et sporadiques. On essaie de s'adapter à des causes, c'est-à-dire conjoncturelles, pas de causes structurelles. Ceci étant, il y a eu plein de réformes que nous pouvons évoquer et voir clairement que la chose éducative au Mali est bien comprise. Mais ce qui manque, c'est l'application de ce que nous décidons. D'accord, très bien, très très bien, monsieur Issaka Guindo. Donc, j'aimerais revenir maintenant vers monsieur Diallo, justement pour parler des réformes. Vous avez été, vous l'avez tous évoqué, hein, la réforme de 1962. De quoi s'agit-il concrètement, cette réforme de 1962? Alors, monsieur Modibo Diallo, est-ce que vous nous entendez? Vous êtes toujours là? Oui, je suis là, mais la question posée m'a échappé parce que je ne vous entendais pas. Oui, carrément. Donc, je demandais justement la réforme de 1962 que vous avez tous évoqué ici. De quoi est-il concrètement question? Qu'est-ce qu'elle couvre, cette réforme? Oui, cette réforme était une
réaction dans le bon sens du terme, hein, au régime colonial. Après les indépendances, il fallait tourner le dos au régime colonial, dont la politique filière de la colonisation. Point. Et comme l'a évoqué tout de suite M. Guindo, après 100 ans d'école, on était à 8%. Donc, pour Modibo, il fallait non seulement une éducation, une scolarisation massive, donner la chance à tous les enfants maliens d'aller à l'école, d'où le terme consacré, une éducation de masse et de qualité. Il s'agissait aussi de former un citoyen qui était ancré dans ses valeurs, mais aussi tourné vers l'universel. Et il fallait aussi, et ça c'était les besoins de l'époque, donner le maximum de cadres avec le maximum d'économie, de temps et d'argent à ce pays qui avait besoin de cadres, en tout cas de son développement. Voici en grand, bien sûr, à ce niveau, déjà, il avait été question de un village, une école, mais c'est l'Assemblée nationale de l'époque qui n'a pas accepté ce principe parce que la charge aurait été insupportable pour l'État. Mais la volonté était là de scolariser tout le monde. Donc, et ce qui fait que 60 ans après cette réforme, on en parle, on n'a jamais pu en sortir, mais c'est la seule réforme qui a été menée alors que tous les leviers étaient en leur possession. Et à l'époque aussi, il y avait un consensus. En tout cas, il n'y avait pas de tiraillement autour de la vision. Et ce que les autres réformes n'ont pas pu avoir. Parce que chaque fois qu'il s'est agi de réformer, c'est que le besoin était là, mais les gens n'ont pas été d'accord, les acteurs de l'école n'ont pas été d'accord sur ce qu'il fallait faire. Il y en a qui disaient il ne faut pas bouger, d'autres disaient non, on n'est plus dans le même monde. D'un autre côté, ça demande des moyens, il faudra faire participer les communautés, comme ce fut le cas des réformes d'après 80. Non, l'école doit être à la charge de l'État. Il n'y a jamais eu, la réforme de 1962 a bénéficié d'un consensus qui a disparu depuis lors. Mais c'était, pour me résumer, faire, en tout cas, essayer de corriger les dégâts de l'éducation coloniale qui était élitiste, qui n'était tournée que vers la satisfaction. Jusqu'à 1945, les Soudanais de l'époque n'avaient pas le droit de faire le bac. Vous avez beau être intelligent, vous avez beau avoir le niveau, vous n'étiez pas autorisé à faire le bac. Donc, il fallait corriger, faire en sorte que tous les enfants aillent à l'école et tous les enfants puissent aller le plus loin possible, avec, bien sûr, la formation des cadres dont le pays avait besoin. Voici en gros ce que je peux dire sur cette réforme de 1962. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diallo. Sega Diarra, la seconde grande réforme de l'éducation au Mali, c'est celle de 1994, après l'indépendance, donc la réforme qui a introduit ce qu'on appelle la nouvelle école fondamentale. Donc, est-ce que vous pouvez peut-être aussi réagir sur cette réforme et puis justement nous dire en quoi elle est peut-être différente, en quoi elle met une rupture avec la réforme des 70 ou maintient la continuité avec celle-ci? Merci beaucoup. Non, la réforme de 80. En fait, en 62, le système éducatif malien, donc le but de cette réforme, c'était de s'attaquer aux aspects ça a été dit, un enseignement qui puisse fournir et surtout servir à une économie, un maximum de temps d'argent.
avec les autres États modernes, un enseignement dont le contenu soit basé non seulement sur les valeurs donc, qui était assigné à la réforme de 62. Donc, le système éducatif malien en 94 n'est pas à ces problèmes-là. Et c'est donc cette conceptualisation qu'on a appelée la nouvelle école. Alors, ces gars, on vous perd, hein. Je crois que la connexion est instable. Je vais peut-être enlever ma vidéo, ça ira mieux. Oui. Voilà, c'est beaucoup mieux maintenant, ouais. Oui. Donc, comme fondamentale malienne et de son administration s'imposait donc. Donc, c'est cette conceptualisation qu'on a appelée la NEF, la nouvelle école fondamentale, qui est la résultante quand même d'une journée de réflexion de faire de l'école malienne le lieu d'émergence du citoyen patriote et bâtisseur d'une société démocratique. Bon, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Donc, c'était ce qu'on attendait de cette NEF. Profondément ancré dans sa culture et ouvert aux autres cultures, maîtrisant les savoir-faire scientifiques et technologiques modernes, ainsi de suite. Donc, il y avait beaucoup d'objectifs qui étaient assignés à la NEF. Cette finalité fut reprise d'ailleurs en 99 par la loi d'orientation sur l'éducation. Mais ce qu'on peut dire, c'est que cette réforme est commence un ensemble de disciplines et de contenus d'enseignement permettant de faire acquérir à tous les enfants, notamment à travers un multilinguisme fonctionnel, des compétences les rendant capables donc de s'insérer dans un système de production moderne. Donc, on voit là des innovations qui ont été nouveaux modules. Je peux dire pour la gestion du quotidien et de l'infrastructure collective, mais aussi il y avait beaucoup d'éléments concernant l'artisanat, même si on peut dire que ceci n'était pas implanté de façon technique nouvelle. D'accord, très bien. Très bien, merci Sega Diarra. Mohamed Amara, vous avez parlé de décolonisation, de l'impératif en tout cas de bâtir un système éducatif qui répond à la fois aux besoins du marché national en lien justement avec les évolutions à l'échelle internationale, mais aussi un système éducatif qui est en cohérence avec les valeurs maliennes. Et donc, moi, la question qui me vient à l'esprit, c'est comment est-ce qu'on peut justement décoloniser à la fois les esprits, mais aussi ce que Sega Diarra a appelé les curricula, en fait. Allô, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. J'ai perdu une bonne partie de ce que disait Sega. Ouais, c'est pas grave, j'ai retenu un mot qui me parle, c'était l'innovation. Après, voilà. Mais je pense que pour répondre à ta question, ce qu'il disait va en droite ligne, c'est-à-dire que l'école malienne n'a pas été capable, pas que l'école, je veux dire les acteurs politiques, la classe dirigeante, il ne faut pas se voiler la face, n'ont pas été capables donc d'innover, d'avoir une école au-delà des discours, hein, parce qu'on est des grands... On est bon pour faire des grands discours, ça, il n'y a aucun problème. Mais au-delà des actes concrets, pragmatiquement, on n'a pas été capable de réinventer un système éducatif qui est réaliste et réalisable, c'est-à-dire qui tienne compte de ce que nous voulons que cette école soit en termes de décolonisation, c'est-à-dire qui est proche de nos réalités culturelles, en termes de proximité culturelle. Regardez, nous avons Tombouctou. Nous avons les manuscrits de Tombouctou que vous connaissez tous, qui est une richesse et un patrimoine mondial reconnu comme tel.
et qui fait la fierté du Mali. Mais jusqu'à quand ces manuscrits sont traduits et réintroduits dans les programmes éducatifs pour dire voilà, c'est nos valeurs, voilà comment on tranchait un problème de justice à Tombouctou au 11e ou 12e siècle. Vous voyez, ça n'a pas été versé dans l'enseignement. Peut-être que ça se fait de plus en plus parce que c'est devenu une sorte d'attractivité internationale. Il y a ce premier point. Deuxième et dernier point pour laisser la parole, parce que je perds par rapport au réseau. C'est une autre question que soulève la vôtre, Monsieur Barry. C'est que pour moi, on n'a pas été capable, c'est quelles sont les trajectoires d'évolution possibles au Mali de 60 à aujourd'hui et qui permettent de dire on va avoir un système éducatif performant dans les années à venir, dans 30 ans, dans 50 ans. Sachant qu'on a un pays dont plus de la moitié de la population est jeune, qui en 1960 était à 4 millions, c'est-à-dire la population de la Mauritanie aujourd'hui, et qui a 20 millions, voire plus aujourd'hui. Et dont la construction des structures scolaires et autres ne suivent pas cette évolution démographique. Je ne suis pas contre l'évolution démographique, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire d'enfants ou autre chose. Mais je dis, lorsqu'on en fait, on prévoit aussi que on ait des logements, qu'on ait des universités, qu'on ait des écoles un peu partout, et d'où l'importance des manuscrits de Tombouctou, et ça n'a pas été pensé. Et donc, c'est de se poser la question aujourd'hui en termes de vision, qu'est-ce qu'on fait pour que l'école soit meilleure? Parce que les problèmes du Mali, en tout cas de l'école malienne, on les connaît. On les connaît, en fait. On peut, même en vous réveillant, vous pourrez les citer sans aucun problème. D'où le fait qu'on n'a fait que des réformes qui n'aboutissent pas à grand-chose. Parce que ces réformes n'incarnent pas la réalité malienne. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas en adéquation avec la réalité. Regardez aujourd'hui ceux qui sortent du système scolaire malien. Combien sur 100, par exemple, trouvent un emploi grâce aux études qu'il a faites, par exemple? Ça pose la question de l'adéquation formation-emploi. Comment faire? Il ne s'agit pas de tenir des grands discours sur il faut faire ci, il faut décoloniser. Décoloniser veut dire qu'on soit réaliste pour finir sur la question. Et être réaliste, c'est d'avoir quel avenir on réserve pour les Maliens dans les 50 ans à venir. Ça suppose que demain, on ne se retrouve pas avec des zones, des foyers de tension où nos enfants, ou nos petits frères, nos petites sœurs ne puissent pas aller à l'école et deviennent des proies faciles. C'est des questions qui sont toutes liées, qu'il faut penser de façon globale et transversale si on reste sur le Mali, et on peut aussi généraliser la question. Et donc, voilà ce que je peux dire très rapidement. Corriger le système malien, en tout cas décoloniser les esprits, parce que pour moi c'est possible, c'est corriger, je dis bien corriger, hein, pas parce que je suis enseignant que je le dis, mais c'est corriger les erreurs qui ont été commises par les exécutifs précédents de 60 à aujourd'hui. Cela ne veut pas dire que tout est noir. Je ne suis pas en train de dire que tout ce qui a été fait est mauvais, mais il y a des choses, ça ne va pas. On est plus sur le discours que sur la réalité. D'accord, merci beaucoup Mohamed. Maintenant, je me tourne vers Isiaka Guindo. Donc, en fait, à partir de ce qui a été dit, on voit que le problème, c'est aussi à la fois la question de la décolonisation, donc de l'inscription du système éducatif dans les réalités locales. Donc, on voit que c'est vraiment ça les problèmes. Vous avez parlé de l'abandon de notre système traditionnel. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système? Enfin, de quel système parlez-vous? Et justement, comment justement on pourrait utiliser ce qu'on appelle système traditionnel, enfin, ce que vous appelez système traditionnel pour donc pour l'impliquer dans faire des réformes justement dans le domaine de l'éducation au Mali maintenant. Merci bien. En effet, pour être plus précis, je ne parle pas de l'abandon, mais plutôt de faire en sorte qu'il y ait un point commun entre le système traditionnel et le système moderne. En ce sens, dans le système traditionnel, nous avions une éducation familiale et une éducation initiatique, c'est-à-dire clanique. Il y avait des groupements de sages, de vieux, qui formaient les jeunes gens du village ou des fractions. On les initiait dans la prise de parole, dans le leadership et aussi dans la mémorisation de ces choses-là. C'est-à-dire ces trois qualités étaient la basique, le b.a.-ba de notre système traditionnel, familial et clanique. Mais avec le système moderne, on a voulu essayer de le coller pour qu'il puisse aller en osmose.
mais ça a été déraillé vers le droit chemin. Et ceci étant, aujourd'hui, nous avons un système moderne que nous devons faire en sorte que ce soit une réussite pour nous. Mais dans l'objectif éclairé, c'est bien évidemment ça. Mais dans la réalité, c'est tout autre. Et donc, ceci étant, je pense que il devrait y avoir aujourd'hui au Mali un secteur qui fonctionne bien, ça aurait dû être l'éducation. Puisque l'une des graves crises que le Mali indépendant a connues, c'est bien sûr le système éducatif. Dès 70, c'est des révoltes, des mouvements de grèves scolaires qu'on entend parler évidemment et dans les années 72, 77 jusqu'aux 80. Et là, ça nous fait rappeler que le climat malien était propice pour que nous ayons des systèmes éducatifs commodes. À l'instar du Mali, vous verrez que dans d'autres pays, c'est grâce au fait que nous avons obtenu avec Modibo Keïta un système adapté que d'ailleurs, on a pu avoir des cadres intellectuels dans les années 70 qui se sont opposés au régime dictatorial. Ceci étant, dans les années 70, le système éducatif a été stoppé, arrêté. Ça n'a pas pu être abouti à long terme. Ce qui fait que dès les années 70, le Mali n'a pas pu avoir même des universités. Je vous rappelle que la réforme de 70 était basée sur le fait d'une éducation à un enseignement supérieur. Mais l'enseignement supérieur voulait partir à la base de l'exemple des grandes écoles, notamment l'école d'administration soudanaise qui a été transformée en école nationale d'administration et l'INSIP et les écoles de médecine pour qu'à long terme, on puisse avoir des grandes universités dans plusieurs disciplines. C'est pourquoi si vous regardez dans d'autres pays, dans les années 70, qu'ils ont construit des grandes universités. Même le Burkina Faso à côté, l'université Ouaga 2, Lito Ouaga 1er, Thomas Sankara a été construite dans les années 74, alors qu'au Mali, il n'y avait pas d'université dans les années 74. Je vous rappelle bien évidemment que l'université du Mali date de 96, opérationnellement parlant. Ceci étant, on voit que nous sommes en retard, non seulement sur la manière dont nous appliquons notre éducation nationale pour aboutir à un enseignement supérieur. Et donc aujourd'hui, l'alpha et l'oméga, c'est de faire en sorte que nous ne reproduisons plus davantage les mêmes erreurs. Et ceci étant, comme M. Amaral l'a souligné, il faut partir de l'exemple de l'adéquation de notre formation et aux besoins des marchés. Et là, je vais dire quoi? Si vous regardez bien, nous avons un problème de surproduction des diplômés qui ne peuvent pas être absorbés par les entreprises, puisque notre croissance économique vient de l'extraction des ressources naturelles qui n'emploient pas assez. Et ceci étant, on voit que 2% seulement de la population active, c'est-à-dire la fonction publique ne représente que 2%. Donc, ça veut dire quoi? Même si l'État embauche chaque année des émolis, ça ne pouvait pas résoudre les problèmes. Il reste 98%. Et donc, il faut quoi? Il faut changer de paradigme. Et pour changer de paradigme, bien évidemment, il faut qu'on initie les étudiants, les élèves, dès leurs premières années à l'école ou à l'université. Pour ce faire, il faudra les rappeler d'un projet professionnel. Aujourd'hui, je suis un exemple. On peut demander à un étudiant qu'est-ce que tu veux devenir. Il va prendre 20 heures pour te répondre parce qu'il ne sait pas. Parce qu'il n'y a pas l'adéquation entre la filière et le profil. Alors, on verra bien évidemment, on ne va pas demander qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu veux devenir. On ne parlera plus de la filière, mais du profil. Et là, on va dire aux étudiants qu'une fois à l'école, une fois à l'université, c'est-à-dire on n'attend pas la fin des études pour entamer même, par exemple, la création d'entreprises. D'ailleurs, l'exemple est archétype dans plusieurs pays. Les plus grandes entreprises ont été créées par des étudiants et des élèves qui, pendant leurs études, qui l'ont fait. Et donc, ceci étant, il ne faut jamais attendre les études pour entamer quelque chose. Et pour cela, un rôle culminant pour cela. Et ce rôle doit venir d'une volonté politique réelle, pas des réformes, mais des volontés politiques. D'accord. Merci beaucoup, Issaka Guindo. Maintenant, je me tourne à nouveau vers Sega Diarra. Donc, on voit qu'il y a eu, de 1962 à maintenant, il y a eu quand même pas mal de réformes. Moi, j'en compte, mais vous me corrigerez, hein, j'en compte une bonne dizaine des états généraux, des séminaires nationaux,
donc des tables rondes sur l'éducation nationale, des réformes récemment. Et malgré tout cela, nous sommes dans une situation aujourd'hui, il y a des grèves depuis un certain nombre d'années, les élèves n'étudient plus 9 mois. Donc, on fait tout pour sauver l'année scolaire, mais pas sauver l'école en fin de compte. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Enfin, c'est quoi le problème? Merci beaucoup. Effectivement, l'école malienne a connu plusieurs réformes, mais aussi quand même des innovations pédagogiques dans le but de l'améliorer, de l'adapter aux enjeux éducatifs nationaux et internationaux. Tout n'est pas noir, 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 tout n'est pas échec total. Cependant, il faudra noter quand même pour ces réformes n'ont pas été couronnées de succès. Ça, c'est le résultat, c'est indéniable, et cela en raison, moi je dirais, de l'immensité des besoins. Donc, Amara l'a souligné tout à l'heure, on a une jeunesse une population de plus en plus nombreuse, de plus en plus jeune. Donc, on se rend compte que les besoins augmentent et nous, on ne planifie rien, donc c'est assez compliqué. Les autorités politiques et scolaires doivent donc tout mettre en œuvre ensemble, surtout, et mettre l'accent sur l'augmentation du taux de scolarisation. Je pense que à l'état actuel, on ne peut pas faire face à tous les défis de l'école malienne. On le fera sur 20 ans, sur une génération. Mais dans un premier temps, il faudrait qu'on se fixe des objectifs, ce qui n'est pas le cas. Des objectifs assez simples et assez mesurables et des objectifs qui sont à notre portée. Donc aujourd'hui, avoir un bon taux de scolarisation, ça peut être un objectif assez intéressant. Le recrutement des enseignants, ça peut être aussi un objectif assez intéressant. L'amélioration de l'efficience ainsi que de l'efficacité de la recherche scientifique, surtout aussi des structures éducatives, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, on peut dire qu'une meilleure gestion des ressources aussi pose problème. Il faudra également, en un dernier point, je pense qu'il faudra travailler sur le renforcement quand même de cette décentralisation de l'éducation, parce que on se rend compte que les actions d'alphabétisation Alors, je pense qu'on a perdu ces gars. Alors, oui. Donc, je vous laisse finir. Oui, alors, donc je disais que aujourd'hui, je parlais de quoi? Des taux. De la décentralisation. Oui. Alors, je disais que le renforcement de la décentralisation de l'éducation est un enjeu majeur. On se rend compte aussi que les actions d'alphabétisation doivent être renforcées, car aujourd'hui, même si on a de plus en plus de gens qui savent lire et écrire, on a de plus en plus de gens aussi qui ne savent pas lire et écrire. Donc, si le nombre de personnes alphabétisées a augmenté, le taux, la proportion par rapport à la population reste quand même assez minime. Donc, je pense que tout ceci est en mettant l'accent sur l'éducation des filles. Et tout ceci ne peut être accompli qu'avec une mobilisation des ressources humaines de qualité et une gestion efficiente et c'est uniquement à partir de cela que l'école malienne pourra atteindre ses objectifs à court et moyen terme. Donc, globalement, vous voyez que tous les problèmes de l'école malienne sont des problèmes politiques qui nécessitent quand même un courage, une vision, et à partir de là, une implication de tous les acteurs pour trouver une solution adaptée à tout cela. Sinon, jusque-là, effectivement, les réformes n'ont pas, en tout cas, atteint les objectifs escomptés. Très bien. Merci beaucoup, Sega Diarra. Modibo Diallo, une des préoccupations importantes aujourd'hui, en tout cas une question vraiment devant la scène aujourd'hui au Mali, c'est la question de la violence en milieu scolaire, notamment avec les conflits qu'il y a chaque année pour la nomination du secrétaire général de l'association des élèves étudiants du Mali. Donc récemment, le ministre, donc une décision gouvernementale a été prise justement pour enlever l'association des étudiants, des élèves et étudiants du Mali de toute gestion du parking et gestion administrative à l'université. Vous qui avez été ancien de l'UNEM,
est-ce que vous pensez que cela pourrait changer quelque chose? Alors, Modibo Diallo, est-ce que vous êtes toujours là? Oui, je suis là. D'accord. Vous avez entendu la question ou je dois la répéter? Non, vous qui avez été... Ah, d'accord. Donc, je disais que vous qui avez été ancien de l'UNEM, est-ce que vous pensez que justement cette décision va changer quelque chose à la question de la violence en milieu scolaire? Oui et non. Parce que la violence scolaire, ce n'est pas l'affaire du seul ministre de l'Éducation nationale. C'est l'affaire de nous tous. Combien de personnes savent que c'est juste pour exercer la violence et pour faire passer des gens, lui-même il ne tue pas. Et ils n'agissent pas enfant. Ça peut être des choses. Quand est-ce que nous aimons sortir pour tel truc, pour tel autre truc? Quand est-ce que la violence dans le milieu scolaire sont sortis pour dire basta à la violence dans le milieu scolaire? Donc, je pense que si on en vient chez nous, ils n'ont pas pris leurs mauvaises habitudes à l'école, c'est en partie chez nous. Donc, je dis, c'est d'abord l'affaire de nous tous. Deuxièmement, il y a la part lors d'autres échauffourées, la police a mis la main sur des centaines de machettes, des dizaines d'armes, ou en tout cas des objets pouvant faire mal. Mais il était question, et je crois que là, l'opinion était d'accord pour qu'on dise en tant que l'AM, qui était de connivence avec les membres de l'AM pour des raisons politiques, a agi pour qu'on ne dissolve pas l'AM ou qu'on ne prenne pas les mesures qui viennent d'être prises il y a quelques mois. Mais je pense qu'on a beau avoir les meilleures politiques du monde, les meilleures réformes du monde, tous les moyens, tant que le milieu scolaire ne sera pas pacifié, et quand je dis pacifié, c'est les étudiants, c'est les enseignants. Parce que les enseignants aussi de violence dans le milieu scolaire. Tant qu'on n'en arrivera pas là, je pense que ça ne donnera rien, absolument rien. Nous, quand nous, de notre temps, tu pouvais être responsable étudiant si tu ne travailles pas en classe. Impossible. On terminait. Tu ne pouvais pas être responsable étudiant. Un de nos camarades, qui est par la suite devenu ambassadeur, a été vraiment éliminé pendant 3 ans des bureaux scolaires parce qu'il a tout simplement dit qu'il voulait être trésorier. Et nous avons trouvé que ça, vouloir entrer dans le bureau pour être trésorier, ça sent mal. On l'a éliminé. Par d'éthique à ce niveau qui faisait que, même si on allait en grève, on protégeait l'outil de travail. On ne cassait pas. On ne touchait pas aux enseignants. Mais maintenant, c'est devenu l'inverse. On violente les enseignants, on casse l'outil de travail. Après, on va se plaindre qu'il n'y a pas de conditions d'études. Mais je pense que c'est un problème national. Il faudra que tout le monde agisse. Et moi, j'avais interdit à mes frères, j'avais des frères qui étaient étudiants. Moi, je l'ai interdit. Et si chacun demandait des comptes à son enfant, à son jeune frère, par rapport à aller à cela. Si le gouvernement aussi pouvait prendre ses responsabilités pour déférer et au besoin faire condamner ceux qui sont à la base de cette pour dire non, ce sont des enfants, ce sont des jeunes, il faut les laisser.
ou que l'opposition s'en mêle, mais je pense que la première des choses, le socle sur lequel va reposer la future école, c'est d'abord un consensus, un milieu pacifié où tout le monde s'entend sur l'essentiel. Il n'y a pas de dérapage posé. Et quand il y a des dérapages, et on sanctionne. Mais quand les gens pensent que l'école, c'est l'affaire de l'État, alors que c'est d'abord notre affaire, quand les gens pensent que on va à l'école juste pour avoir pour être d'abord un bon citoyen, même pas un bon citoyen, tout simplement une personne digne de ce nom. C'est-à-dire que tout ce qu'on entreprend dans la vie se prépare à l'école, je crois que on fera un grand pas. On aura un consensus qui permet une vision à long terme et on aura aussi la patience qu'il faut pour atteindre les résultats. Parce qu'il y a eu plusieurs réformes. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diallo. J'attends notre tour. D'accord, très bien. Donc, je me tourne vers Mohamed Amara. Mohamed Amara, peut-être justement que cette question aussi de la violence en milieu scolaire s'explique aussi par la mainmise justement de la politique sur l'éducation, parce qu'on se rend compte que justement avant les années 90, les associations étudiantes maliennes étaient des associations exemplaires, en tout cas des associations où les meilleurs étudiants étaient représentés, qui avaient aussi une certaine connaissance de l'activisme et de ce que signifiait qu'être activiste et syndicaliste. Donc, on se rend compte que c'est à partir des années 90, voire un peu plus, que la violence a commencé à être importante. Donc, je me demandais justement, et surtout, on a vu aussi que il y a vraiment une passerelle entre les associations étudiantes, surtout de l'AIM, et puis la sphère politique. Récemment, je ne vais pas nommer, mais récemment, on a eu pas mal d'anciens de l'AIM qui étaient dans le gouvernement. Donc, justement, je me disais, est-ce que ça ne vient pas justement du problème de la dépendance de l'éducation ou de la mainmise des politiques sur l'éducation? Oui, merci Khalil. Ce sont les incertitudes qui pèsent sur le système. Il ne faut pas se voiler la face dont on a parlé tout à l'heure. Moi, je dirais même que je vais au-delà de la violence, parce que la violence, elle peut être verbale, c'est-à-dire une insulte ou un regard mal compris, au-delà de l'attaque physique. Mais c'est de la criminalité au sein de l'école. C'est au-delà de la violence, quoi. C'est-à-dire c'est des crimes. Des gens qui sont tués. Moi, j'ai vu certains de mes étudiants qui ont été tailladés partout avec des couteaux parce qu'ils ont voulu être candidats. Bon, bref. Donc, c'est la criminalité organisée qu'on retrouve dans tout le Mali et à tous les niveaux. Et je suis tout à fait d'accord avec toi quand tu disais que c'était bien que le ministre prenne la décision de retirer la gestion des parkings. Quand je suis arrivé à Kabbalah il y a 2 semaines, je ne vois plus de motos garés devant avec des tickets des étudiants qui faisaient la loi. J'étais très content de voir ça. C'est-à-dire qu'il y a, quelqu'un a parlé de volonté politique, il y a une volonté politique pour changer la donne. Et c'est possible. Et c'est le moment pour le faire. Maintenant, pour revenir sincèrement à ta question, avant, je voulais présenter mes excuses à quelqu'un qui disait qu'il fallait utiliser le mot sombre à la place du noir. Bon, je parlais en forme de dualité, hein, je suis désolé, hein, c'est-à-dire le noir, le blanc, mais sans tomber dans des formes de discrimination ou autre chose. C'est pas ce que je voulais dire, bien évidemment. Mais en tout cas, pour revenir à la passerelle que tu évoques sur entre politique et monde scolaire, je pense que ça en dit long sur ce que j'appelle, moi, la confusion des pouvoirs. Diallo parlait de la responsabilité individuelle et collective. Je suis absolument d'accord avec lui que chacun devait jouer sa partition. Ce n'est pas forcément le cas. Mais il y a une confusion qui explique tout ça aujourd'hui. C'est-à-dire la confusion du système éducatif qu'on a hérité, on a parlé de décolonisation, et le système, c'est-à-dire judéo-chrétien quelque part, on parle tous français aujourd'hui, et le système aussi arabo-musulman qui vient d'ailleurs. Et donc, ces systèmes-là cohabitent sans jamais avoir une sorte d'harmonie qui est pensée à partir de la structure, c'est-à-dire de l'État, du ministère, de l'exécutif, pour que chacun sache exactement sa place dans le système. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et donc, les frontières deviennent facilement poreuses
On a des hommes politiques qui pensent qu'il faut donner de l'argent au monde étudiant, et ça depuis les années 94-95, après l'année blanche de 94, qui fait que même le président de l'AM avait une voiture il y a quelques années. Donc c'est l'argent qui explique cette criminalité, c'est-à-dire rapidement, on a instrumentalisé l'école, on a récupéré les étudiants, ça joue sur la qualité de l'enseignement et ça joue sur ce que disait Diallo, sur le fait que, OK, on a des revendications à faire, on a des conditions d'enseignement et d'études à revendiquer, mais aussi on a un devoir qui était de réussir les études, c'est-à-dire ne pas remettre en danger notre État. Et ce sont tous ces éléments-là qui sont des incertitudes qui pèsent sur notre système, qui expliquent la situation sécuritaire dans laquelle nous sommes, qui n'est pas à déconnecter du système éducatif. Et pour terminer sur ta question, derrière, c'est parce qu'il y a de l'impunité. Ça a été dit d'une façon ou d'une autre. Tous ces hommes politiques qui manipulent, qui instrumentalisent et qui pensent que, c'est en faisant ça qu'ils peuvent être président de la République ou un autre mandat électoral, c'est parce que derrière, ils savent qu'ils ne sont pas sanctionnés. Ça pose la question de la transparence démocratique. C'est-à-dire jusqu'où on est capable d'avoir des institutions qui nous protègent et qui protègent notre État, et ce n'est pas le cas. Et donc, c'est devenu une forme d'État bananière. J'espère que la transition actuelle, et c'est par là que je vais finir, permettra à travers les réformes prévues dans la charte, en tout cas de cheminer vers un système éducatif qui tienne la route dans les années à venir, j'espère sincèrement. Et dernier point, Khalil, oui, si tu me permets, c'est aussi le fait qu'il y a une forme de gérontocratie dans le système éducatif. Je suis mieux placé pour le dire. Il y a des anciens qui sont là, j'ai rien contre. Et on sait très bien que dans notre culture, on respecte l'aîné, on respecte l'ancien. Vous voyez, j'ai rien contre. Mais qui sont installés dans une forme de routine qui aveugle toute forme de création, d'innovation pour sortir de là. Le temps que vous vous rendez compte, c'est trop tard. Ouais. Vous voyez. Et c'est ça aussi qu'il faut changer, c'est-à-dire renouveler. Quelqu'un parlait sans cesse de ressources humaines tout à l'heure sur votre écran là. Je ne sais plus qui c'était. Mais oui, ça ne veut pas dire grand-chose si on n'est pas dans un renouvellement à la fois du système, mais aussi des hommes qui animent le système. D'accord, très bien, très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Je vais passer à Isiaka Guindo, justement. Donc, tout ce qui a été dit, il y a la question des réformes qui a été évoquée, il y a la question de la place, en tout cas, des administrateurs, enfin, des politiciens qui n'arrivent pas à mettre des politiques publiques en place qui peuvent nous permettre de sortir de la situation. Mais moi, je me dis, on ne parle pas souvent des enseignants et du rôle aussi peut-être des enseignants. On a récemment eu beaucoup de grèves pour des revendications salariales, mais à ma connaissance, peut-être vous me corrigerez, hein, à ma connaissance, on n'a pas eu de grève des enseignants qui se battent pour mettre des conditions d'enseignement, avoir des infrastructures, avoir des bibliothèques, etc. Et donc, je me demandais justement quelle est aussi la part de responsabilité des enseignants dans cette situation. Merci bien pour cette question. Et je voudrais aussi rebondir sur les précédents. En effet, bien évidemment, la mauvaise pratique de notre système éducatif est le reflet d'une responsabilité partagée, bien évidemment, notamment triple, c'est-à-dire une responsabilité familiale, une responsabilité gouvernementale et une responsabilité de corps d'enseignants. Et là, vous me posez une question exclusivement basée sur le corps enseignant. Et sans pourtant prétendre être en effet très exhaustif, je trouve très nécessairement que les enseignants sont dans leur rôle au Mali, malgré quelques dérives qu'on peut remarquer à partir des pratiques des uns et des autres. Vous savez, dès les années 72, les trois objets de motifs, surtout de confrontation entre la classe estudiantine face au gouvernement dictatorial, en effet, c'était non seulement le concours d'entrée dans les grandes écoles, mais bien évidemment l'augmentation des salaires des enseignants. Et donc, si les conditions de vie augmentent, si
En effet, le pouvoir d'achat des enseignants n'augmente pas en concordance avec notre économie nationale. Bien sûr, il y aura un déphasage. Vous imaginez que plus de 50% d'enseignants au niveau de l'éducation nationale se trouvent endettés bien avant encaisser leur salaire d'un mois ou à un autre, sans parler du retard de leur salaire brut. Ceci étant, on voit clairement que les enseignants ne veulent justement demander justement qu'on leur donne des moyens de pouvoir enseigner. Et donc, ceci étant, c'est le gouvernement qui doit jouer son rôle d'assurer le fonctionnement des services publics. Et si un État n'arrive pas à assurer ces services publics, il y aura des problèmes. Vous avez rappelé parmi les grands événements de notre système éducatif, vous avez mentionné le fait qu'en 1991, il y a eu un débat national. Il y a eu un mémorandum signé entre l'AEM nouvellement créé et le gouvernement transitoire. Et dans ce mémorandum, il y avait toutes les initiales demandées. Et là, dès 1998, on a vu qu'on a commencé à respecter les dédits et aussi les propositions et recommandations effectives. Et là, dès 1998 à 2000, on rentre dans un cycle infernal d'augmentation de la masse budgétaire de l'État par rapport à ses principaux des services publics. Ce qui fait qu'à chaque fois, quoi qu'on fasse, tant que les conditions de vie des enseignants ne sont pas améliorées, on vient dans un cycle répétitif. Et ceci étant, cela ne veut pas dire que les enseignants sont clairs, comme l'eau de la roche, bien évidemment. Et bien sûr, nous, on a eu quelques enseignants, plutôt dans les années 2008-2009, au niveau de l'éducation nationale, qui étaient bons, notamment formés dans le IFM et quelques formations universitaires. Mais aujourd'hui, l'IFM a été en effet dégradé dans un autre cycle de problèmes qu'on pourrait évoquer plus tard. Et ce qui fait que l'enseignement a été dans un cadre dans lequel on peut voir que même l'enseignant même n'est pas bien formé pour enseigner. Et là, l'enseignant ne pouvait plus demander plus d'avantages qu'ils ne peuvent faire dans le système éducatif. Donc, il y a une responsabilité partagée. Mais la seule option, je termine sur cela, la seule option, c'est une concertation et une transparence dans notre budgétisation des systèmes éducatifs. Et grosso modo, vous remarquerez que dans notre budget, nous avons une dépense publique. 32% des dépenses publiques du Mali est drainée vers l'éducation, alors que l'éducation est divisée en 3 phases au Mali. Ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la formation, plutôt formation professionnelle. Et c'est l'éducation nationale qui engorge plus de 79% de ses dépenses. Et c'est là encore il y a problème. Donc ça veut dire clairement qu'il n'y a pas manque de moyens, mais il y a manque de mécanismes de financement. Il y a manque également de transparence, de budgétisation de l'offre effectuée par l'État vers le secteur éducatif. Vous imaginez et remarquerez évidemment que aujourd'hui, le Mali se trouve avec une dépense équivalente dans le secteur de sécurité de la défense au même titre que dans l'éducation. Et donc, ce sont des dépenses colossales que l'État effectue sur le papier, mais en réalité, ce sont des dépenses qui ne sont pas exécutées de manière colossale et de manière totale. D'accord, merci beaucoup. Isiaka, on va revenir sur ce point. Je me tourne maintenant à nouveau vers Sega Diarra. J'espère que la connexion fonctionne maintenant beaucoup mieux. Isiaka parlait de transparence tout à l'heure et Mohamed Amara a évoqué également une des questions importantes quand même, qui est la question de la il a parlé de gérontocratie dans les systèmes éducatifs. Donc, il y a à la fois la nécessité de recruter des nouveaux enseignants, la nécessité de renouveler les personnels, mais aussi, on voit qu'il y a des processus de recrutement opaques et que par ailleurs, de l'autre côté, par exemple, quand on regarde dans la diaspora, il y a des centaines de doctorants et de docteurs maliens qui ont envie de retourner, qui veulent également aller enseigner, par exemple, à l'université. Donc, justement, comment faire à ce niveau-là pour recruter des jeunes personnes et les motiver et
encourager aussi ceux qui sont là-bas et qui sont bons et qui veulent aller vers les thèses et qui veulent aller vers l'enseignement, les encourager également à aller dans ces domaines-là. Merci beaucoup. Je pense que là, vous touchez du doigt un problème assez profond qui touche quand même plutôt l'enseignement supérieur. Donc aujourd'hui, dans l'enseignement supérieur malien, il y a un véritable problème d'enseignants et de professeurs. Cela est dû à plusieurs facteurs. Je peux dire que c'est une mafia aujourd'hui qui gère l'enseignement supérieur au niveau du Mali. La porte, elle est complètement fermée aux nouveaux entrants. Mais au-delà de cela, je peux dire que quand on s'intéresse un peu au dernier concours d'agrégation du CAMES, on se rend compte qu'il y a très peu de Maliens. Les Maliens postulent même plus. Donc, j'ai du mal à comprendre ce désintérêt-là. Mais en même temps, on se rend compte qu'au Mali, quand même, depuis le temps alpha, on peut être professeur d'université sans passer par un concours, par un décret. Donc, c'est qu'il y a une exception qui avait été mise en place à la création de l'université sur l'histoire, afin de pallier justement au manque de professeurs à l'université, mais qui finalement, quelque chose qui avait pour vocation d'être temporaire est devenu la norme finalement. Donc ça pose un véritable problème, sans parler de milliers de faux diplômes, de faux professeurs, de faux docteurs qui enseignent à l'université. Je vais vous dire une chose, il y a un fonctionnaire du ministère de l'Éducation qui m'a dit un jour que si on chasse tous les faux diplômés de l'université, on ne pourra plus maintenir notre université. Donc, c'est pour vous dire, pour que vous puissiez avoir une idée de l'ampleur du problème. Au-delà de cela, tous ceux qui sont de bonne foi, tous les diplômés qui décident de rentrer, tous les docteurs, les docteurs qui rentrent au pays pour enseigner, qui sont orientés vers l'université de Ségou, et non Bamako, ou Kitou, vous trouverez des enseignants qui sous-traitent des TD, qui surfacturent, qui ont des cumuls de lots, d'heures supplémentaires. Enfin, donc, c'est un système complètement corrompu et abyssal qu'il faut revoir au niveau de l'enseignement. Mais Sega, quelle solution? Comment on peut justement s'attaquer à cette mafia-là? Alors, c'est assez simple. Comme je le disais tout à l'heure, quand les problèmes sont connus, les solutions sont simples. Il manque une volonté politique au Mali. Quand on a créé l'université du Mali, on n'a pas fait de planification sur la durée. On savait qu'on ne crée pas une université sans avoir de professeurs, suffisamment de professeurs. Donc, il y avait une volonté à Donc, pendant cela, de façon temporaire, donc on a institué un système. Et malheureusement, il n'y a pas eu de suivi, il n'y a pas eu une politique de continuité à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut faire un nettoyage général, nettoyer vraiment de façon sans état d'âme, mais aussi, il faudra qu'on arrive à faire en sorte que le système, que ce soit de recrutement des enseignants, que ce soit de contrôle de l'effectivité des Au-delà de cela, parlons de l'enseignement de base qui, moi, m'intéresse beaucoup plus que l'université. Je trouve que on rencontre plus ou moins ces mêmes formes de difficultés, mais sous d'autres formes, parce que on a ouvert le système éducatif au privé. Et les privés ont marchandisé l'éducation. L'éducation est devenue aujourd'hui quelque chose de vendable. Donc, c'est devenu un business. Un lycéen de l'État rapporte 120 000 francs ou 110 000 francs par an. Moi, j'ouvre un lycée privé, donc je cherche un équilibre. Je cherche des gens, j'ai un certain nombre de volumes horaires. Je prends n'importe qui, n'importe quel diplômé ou même pas, chômeur qui a quelques compétences variées et diverses dans ces domaines-là et qui ne faudrait pas qu'on soit étonné que les niveaux soient tels qu'ils sont aujourd'hui. Système-là, sans contrôle, en se disant que le citoyen fera le contrôle. Donc, sauf que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, il y a lieu qu'on fasse un état des lieux du système éducatif, en tout cas malien, d'après la décentralisation et de voir ce qui a marché. Du problème
d'accès, d'universalité de l'accès à l'éducation, parce que même ces écoles privées qui étaient censées, en tout cas, combler les déserts éducatifs, les endroits où il y a très peu d'écoles, mais on se rend compte que ces privés-là n'investissent que dans des endroits où les gens sont capables de payer pour envoyer leurs enfants à l'école. Donc, ils ne vont pas là où l'État n'a pas été capable d'y aller. Donc, je pense qu'il y a le contrat plan même qui n'est pas respecté à ce niveau-là. Et maintenant, je voulais juste revenir sur la question. Très rapidement, hein, Sega, très rapidement. Donc, moi, pour moi, l'AIAM est un syndicat et en tant que démocrate, ce droit-là doit être respecté. Donc, je ne pense pas que l'État ou les autorités ou les parents d'élèves doivent s'impliquer dans la gestion de l'AIM. Par contre, d'ailleurs, j'avais toujours du mal à comprendre pourquoi une association à gérer des infrastructures qui appartiennent à l'État. Le campus appartient à l'État, les dortoirs appartiennent à l'État, donc ce n'est pas à l'AIM de gérer les parkings, les dortoirs, et c'est là que vient le problème. Aujourd'hui, l'AIM, il y a encore d'énormes problèmes. L'AIM est d'ailleurs prise en otage par des voyous, par des vagabonds, il faut le dire. Amara l'a dit, c'est des meurtres qui sont commis, c'est du grand banditisme, parce que tout simplement, les enjeux ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus une association qui défend les intérêts des étudiants, mais c'est une association qui rapporte de l'argent. L'AIM gagne en moyenne 20 à 25 millions uniquement par an, uniquement par la gestion des dortoirs d'un seul campus. Donc, c'est beaucoup d'argent pour des gens qui savent qu'à la sortie de l'école, ils n'auront même pas d'emploi. Donc, c'est un moyen mais aussi de préparer l'avenir, et sans compter les interférences donc de la classe politique dans ce dispositif-là. Donc, en résumé, je pense que pour l'AIM, il faudra non pas interdire cette association-là ou s'impliquer dedans d'une manière ou d'une autre, mais il faudra punir sévèrement selon le code pénal, donc selon le droit commun public, toutes les dérives, les menaces, il faudrait que les gens portent plainte et que les responsables soient arrêtés, punis, jugés publiquement comme un voyou de droit commun. Et au-delà de cela, il faudra retirer toute gestion du patrimoine de l'État à cette association-là, et si c'est l'État qui finance, l'État contrôle. Mais on se rend compte que l'AIM est une organisation puissante parce que les élèves et étudiants du Mali restent quand même l'entité organisée la plus importante dans le pays. Donc, aucun régime politique ne laissera l'AIM comme ça de façon autonome. Tout le monde essaiera d'avoir minimum un contrôle là-dessus. Et je pense que de façon démocratique, faisons en sorte que ce contrôle soit limité et que l'AIM puisse continuer. D'accord, merci Sega, je pense la connexion vient. Merci beaucoup. Je me tourne vers M. Diallo. Justement, Sega a évoqué une des questions, en tout cas, l'autre question importante qui est la privatisation justement de l'éducation au Mali. À ce jour, on a presque 3000 établissements d'enseignement privé au Mali, que ce soit au niveau de l'enseignement des bases ou au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, ces universités, ces écoles privées-là ont poussé poussent comme des champignons chaque année, et justement pour, semble-t-il, juguler cette population étudiante-là qui arrive chaque année dans les systèmes éducatifs. Et donc, moi, je me demande, est-ce que finalement, c'est privatiser serait la solution ou pas du tout? Alors, M. Diallo, est-ce que vous nous entendez toujours? Oui, oui, je vous entends. Très bien. Donc, la question, c'était sur n'est pas la solution en soi. À un moment donné où... Hein? Oui, je disais que la privatisation ne peut pas être la solution. Ce n'était qu'un pis-aller à un moment donné où le besoin d'absorption était là et que l'État n'en avait pas les moyens, en tout cas pas dans un court temps. On a eu recours au privé. C'était sous condition que ce privé soit contrôlé par l'État, qu'il se conforme au programme et aux orientations en vigueur qui est dans ces écoles privées, au même titre que dans les écoles publiques. La même
déontologie, même éthique. Mais très vite, on a vu que ce privé-là est devenu un business. Même pas un business pour former les gens, mais un business pour avoir de l'argent. Point. Leur souci, c'est de l'argent. On a même vu que certains cadres du ministère de l'Éducation sont entrés, si on peut le dire, dans l'actionnariat d'école et qui, par ce biais-là, envoyaient à ces écoles-là le maximum d'étudiants ou d'élèves. Moi, je pense qu'à un moment donné, il faut moraliser. Et moraliser demande une volonté politique. Et moraliser demande aussi que tous les Maliens aussi jouent le jeu. Parce qu'il y a eu des mouvements où on a cherché à moraliser, mais il y a eu des regroupements, des corporations, syndicales, tout, des gens se lèvent pour défendre cela. Mais à un moment, on se met hors la loi. Mais je pense que le rôle des autres, c'est de les traiter comme tels, comme des hors-la-loi. Et je crois que c'est au niveau de l'éducation, en fait, de l'enseignement supérieur, il y a le faux diplôme, il y a plein de choses. Mais il faudra que ce soit le combat commun et des syndicats du citoyen malien. À un moment donné, moi, je pense que privatiser, il y a des secteurs qu'on ne peut pas privatiser comme on privatise. Et je pense que là où nous sommes rendus aujourd'hui, il faudra faire l'état de lieu et vraiment arrêter. Moi, je préfère que des étudiants n'aillent pas à l'université plutôt qu'ils aillent dans un semblant d'université, n'étudient pas comme il faut, et à la fin, ils ont un diplôme qui ne servira à rien parce qu'il suffit de les recruter et déjà dans la période d'essai, on les laisse. Donc, comme on dit, il ne faut pas qu'on se voie la face. Prenons les problèmes à bras le corps, sinon les problèmes, on va les avoir devant nous, ils vont nous engloutir. Je pense que ce qui nous arrive aussi dans l'éducation ailleurs, c'est ça aussi. On ne se dit pas, on veut toujours être sauf aujourd'hui, on veut toujours être à l'aise aujourd'hui, on ne pense pas demain. Mais si on pense aux problèmes, le problème de faux diplômes, le problème des enseignants qui ne sont pas à la hauteur, le problème des étudiants aussi qui ne sont pas à la hauteur, et le problème des écoles qui ne fonctionnent que pour se faire de l'argent, et bien, pas ici qu'est l'éducation. Il faudra que tout le monde se lève pour qu'on arrête. La privatisation ne peut pas être la solution, c'était... D'accord, la privatisation n'est pas la solution. Mais là où on est aujourd'hui, je crois qu'il faudra faire du reflux. C'est-à-dire à partir de maintenant que l'État, je finis juste, à partir de maintenant que l'État commence à diminuer le nombre des établissements privés. D'accord, très bien. Merci beaucoup, M. Diallo. Mohamed Amara, vous qui êtes enseignant-chercheur à l'université, SEGA a évoqué la question des faux diplômes à l'université, la question aussi de la sous-traitance des heures supplémentaires à l'université et aussi le manque de recherche universitaire. Or, on sait qu'à la fois pour qu'un pays puisse avancer, il faut de la recherche fondamentale, de la recherche universitaire et de l'innovation et de la publication de ces résultats-là. Donc, vous, à votre niveau, que pensez-vous qu'on peut justement faire pour avoir des laboratoires performants qui travaillent, qui publient et qui contribuent aussi à former des citoyens critiques et non plus des diplômés qui finalement vont se retrouver sur le marché de l'emploi avec des diplômes qui ne peuvent pas les servir à travailler, en fin de compte. Alors, je ne sais pas si Mohamed Amara est toujours avec nous. Excusez-moi, j'avais coupé mon micro, je suis désolé, pardon. Oui. Si j'ai bien entendu la question sur comment faire. Bon, en fait, ne tournons pas autour du pot. Hein. Je pousse fondamentalement ce qui a été dit sur l'aspect business de l'école, que l'école est devenue, lié à l'abandon de l'école par les hommes politiques. Donc, une fuite de responsabilité, on peut le voir, on peut le penser ainsi. Hein. Mais très sincèrement, je pense que pour répondre à ta question, c'est la question de la corruption qui a gangréné tout le Mali et le système éducatif n'a pas su résister à cela.
la fabrique des faux diplômes, le manque d'enseignement performant et correctement recruté, le fait d'avoir une recherche scientifique performante et innovante faite par des Maliens au Mali pour que le Mali soit porté haut, tous ces éléments-là, excusez-moi, mon micro s'est débranché, tous ces éléments-là sont à mettre en lien avec le manque de rigueur politique pour assainir l'école. Séga parlait de toilettage, ou je ne sais plus le mot qu'il avait utilisé. En tout cas, il me convient parfaitement pour dire nettoyage général. Hein? De nettoyage général. Il me convient parfaitement. Il faut que quelqu'un qui a les coups de franche accepte un moment de dire stop à toute cette dégénérescence éducative à laquelle nous contribuons tous. C'est-à-dire, moi qui vous parle, je suis aussi responsable, quelque part. Parce que je ne fais pas quelque chose collectivement qui peut changer la donne. Je peux faire mes publications, Séga aussi, Diallo aussi, Guindo aussi, mais ce n'est pas suffisant. Il faut un mouvement d'ensemble pour changer. C'est la première proposition. Et le mouvement d'ensemble, c'est d'abord les Maliens, ça ne peut pas venir de l'extérieur. Hein. C'est d'abord les Maliens qui doivent changer le Mali, et donc ça devrait le faire. Et j'espère qu'on va cheminer vers ça après ou pendant la transition. D'accord. Premier point. Deuxième point et dernier. Très rapidement. Et dernier point, je voulais dire juste que l'éducation, en tout cas, apprendre, c'est un droit essentiel. Et que l'éducation, c'est un domaine régalien de l'État. Et que quand on combine ces deux éléments importants, le fait que, comme on doit manger et se nourrir, on doit aussi s'éduquer. Si on combine ces deux avec le fait que c'est l'État qui doit le faire, on arrive à la conclusion en disant que aujourd'hui, ce qui pose problème à travers tout ce qu'on vient de dire, le fait qu'on n'a pas des enseignants de qualité, c'est que quelque part, l'école est aujourd'hui, je l'appelle ainsi, l'homme malade du Mali. Il faut pas se voiler la face. C'est-à-dire l'école reste la chose qu'on a mis un peu à côté en attendant, parce que ça ne rapporte pas pour les hommes politiques, pour tous ces business, ce business politique qui existe malheureusement et qu'il faut pourtant changer la donne pour vraiment une régénérescence de l'école. Désolé peut-être si j'ai été long, mais je vous... Merci beaucoup Mohamed. Je me tourne vers Isiaka. On va bientôt arriver à la fin pour laisser un peu de temps aussi à la discussion, et je vois qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées dans le chat. Isiaka, donc, en fin de compte, après toute cette discussion-là, en fin de compte, quel modèle d'enseignement, quel modèle d'éducation finalement au Mali, et puis comment construire un espace de formation critique qui puisse être indépendant de la sphère politique. Merci bien. En effet, je corrobore tout ce dont mes précédents ont mentionné sur l'éducation au Mali, l'enseignement supérieur. Des problèmes sont là, ils sont identifiés. Maintenant, il faudra passer par la mise en place des solutions idoines et adéquates. Ceci étant, on voit clairement qu'aujourd'hui, le Mali n'est pas en phase et en marge du monde. Nous avons un monde mondialisé, globalisé, où on peut emprunter dans des systèmes qui ont abouti, qui ont donné des résultats forts et qui ont effectué et mis en place des pratiques innovantes pour améliorer leur système éducatif. Je vous rappelle d'ailleurs, l'économiste Joseph Stiglitz a mentionné le fait que la Chine a emprunté un schéma différent de tout le monde sur la base seulement de son système éducatif. Le fait que la Chine a compris qu'en investissant massivement dans l'éducation, on va résoudre maintes problèmes. Ceci étant, moi qui suis un étudiant en promotion d'investissement, je m'aperçois que si vous avez un système éducatif qui donne des capitaux humains solides, vous n'aurez même pas besoin à courir derrière les multinationales. C'est bien sûr les multinationales qui vont courir derrière les États, s'installer, parce qu'il y a là quelque chose d'avantage. Et ceci étant, aujourd'hui, le cas du Mali, il y a toutes les réformes nécessaires pour que le Mali puisse connaître un système adapté, moderne, dans un cadre de développement, bien sûr, puisqu'il faudra justement aller dans le sens d'une gestion axée sur le résultat, dans la mise en place réelle de nos préoccupations éducatives.
Je ne pourrais en aucun cas évoquer un problème du système éducatif malien qui n'a pas été identifié dans le PRODECT 2 adopté en 2018. Je ne pourrais en aucun cas donner une solution qui n'a pas été établie dans le PRODECT 2. Donc, là où les bas blessent aujourd'hui, c'est la mise en place réelle dans un cadre d'évaluation et suivi pour qu'on puisse à chaque année donner qu'est-ce qui a été bien fait et qu'est-ce qui n'a pas été bien fait. Et pour cela, nous allons corriger les erreurs, mais tout en étant ouvert au monde. L'exemple au Rwanda aujourd'hui est archétype en ce sens. Voilà les universités américaines qui s'installent aujourd'hui au Rwanda. Voilà, vous partez au Maroc, de Oujda à Rabat, toutes les villes sont remplies des universités et des grandes écoles. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ces pays n'ont pas de problèmes, mais ils essaient de les résoudre au fur et à mesure. Donc, le développement en ce sens, surtout éducatif, n'est pas un problème en ce sens ponctuel, mais c'est un processus. On ne résout pas à travers des réformes sectorielles, mais dans un cadre stratégique de long terme et d'une vision. Et cela va nous aboutir à avoir des chercheurs dans tous les domaines et maintes domaines. Et ceci étant, l'enseignement supérieur peut être, c'est-à-dire un pôle très attractif dans la sous-région. Le Mali aujourd'hui est au carrefour de ce chemin-là. Vous partez de gauche à droite, vous avez des pays qui veulent venir apprendre, et bien évidemment, puisque nous avons une histoire bien enrichie intellectuellement. Et donc, le Mali doit s'inscrire dans cette lancée pour permettre à ces jeunes-là d'avoir, c'est-à-dire un esprit et une envie d'apprendre, d'étudier partout où ils veulent, sans distinction. J'ai dit bien sans distinction des classes sociales, puisque c'est là aussi aujourd'hui le problème. La pauvreté fait qu'aujourd'hui, les pauvres ne peuvent plus apprendre, faute de la privatisation qui n'a pas été drainée à bon escient. Au lieu de procéder à la privatisation, moi je ne suis pas contre, mais nous on a procédé au Mali à la dénationalisation, ça fait deux. C'est-à-dire la privatisation, l'État ne garde plus le monopole du système éducatif. L'État pourrait, dès le début, c'est-à-dire octroyer à des enseignants et retraités le fonctionnement des écoles privées ou des universités privées. Mais on a donné à des hommes d'affaires qui ne cherchent que des gains. Et donc, toutes les gains, ça pose des problèmes. Et donc, très bien. Merci beaucoup, Isiaka. On va essayer de conclure. On va revenir dans les questions, je pense, pour vous laisser intervenir. Et donc, je voudrais laisser peut-être les derniers mots à Sega. Sega, justement, Isiaka vient d'évoquer ces blocages finalement de l'éducation comme ascenseur social pour les gens des classes moyennes, enfin pour les pauvres au Mali. L'éducation a en tout cas fonctionné depuis fort longtemps pour un moyen, pour gravir l'ascenseur social au Mali pour ces personnes-là. Donc finalement, en fin de compte, qu'est-ce qu'on peut faire finalement? Quel modèle adopter? Comment construire un enseignement qui fonctionne? Et en n'oubliant pas non plus aujourd'hui d'intégrer les outils numériques, parce qu'on l'a vu avec le contexte du Covid, Zoom, les cours en ligne se sont beaucoup développés. Donc, comment, en fin de compte, également pouvoir intégrer ces outils numériques-là dans l'enseignement au Mali et construire un modèle performant qui puisse toujours garantir l'accès aux pauvres et puis permettre une mobilité sociale aux plus pauvres. Merci beaucoup. Je pense qu'il faut prendre le sujet avec beaucoup de précautions parce qu'aujourd'hui, on parle comme si on avait les mains libres pour faire ce qu'on veut. Correspondait à la phase 4 du programme d'ajustement structurel. Donc, ce n'est pas comme si les Maliens avaient le choix. Bon, on a toujours le choix, on se dit souverain, mais il fallait donc dire non à la Banque mondiale et au FMI et donc sortir du système d'ajustement structurel, c'est-à-dire que être un pays rebelle. Donc, malheureusement, on n'a pas eu de dirigeant jusque-là qui a pris cette direction-là. Donc, aujourd'hui, si nous continuons dans le chemin classique, c'est qu'il ne s'agit pas d'une solution. La solution actuelle n'est pas une solution pensée, adoptée par des Maliens. C'est des solutions qui ont été conçues à la Banque mondiale dans des bureaux à New York, à Washington, et réfléchies par des gens peut-être qui n'ont jamais mis pied dans un village malien et qui sont venus nous les imposer. L'actuelle gestion de nos écoles avec la décentralisation, comme j'ai eu à le dire, avec le fait que ce sont
l'école n'est plus gérée directement par le ministère de l'Éducation, avec la privatisation. C'est le même modèle qui a été mis en place au Sénégal, c'est le même modèle qui est en place au Burkina, et avec des résultats mitigés dans tous ces pays-là. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un système que nous avons décidé, ce n'est pas un système que nous avons choisi. Donc on a un système de façon globale qui ne marche pas et qu'on est incapable de dire que ça ne marche pas. Aujourd'hui, quand on enlève les partenaires au développement, les partenaires techniques dans le financement du ministère de l'Éducation nationale, de l'éducation de base, il n'y aura plus d'école au Mali. Donc ça, c'est un fait très important parce que tout simplement, c'est un aspect qui n'a pas été pris comme un aspect de souveraineté. Donc, si on veut vraiment aller vers une rupture, avoir un système propre en nous, il va falloir beaucoup de courage parce qu'il va falloir prendre en main tout le système depuis le primaire, se fixer des objectifs. Et se fixer des objectifs, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on attend de l'éducation de base, quel est le niveau que nous, on souhaiterait que nos enfants aient après 6 années de scolarité, après 9 années de scolarité, après 12 années de scolarité, et ainsi de suite, et quels sont nos objectifs, et avec quels moyens on va le faire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas, c'est la Banque mondiale qui vient avec ces objectifs, qui nous les donne. On exécute. Et donc, dans cette exécution-là, certains essayent de s'enrichir. Il y a beaucoup de débats sur la suppression des partis politiques. Moi, personnellement, je connais une vingtaine de partis politiques qui se financent exclusivement à travers des écoles. Donc, aujourd'hui, ce sont les écoles privées qui permettent aux partis politiques de se financer. Donc, vous voyez jusqu'où on est allé, c'est que c'est devenu deux mondes qui sont complètement imbriqués. Et ce sont ces mêmes hommes politiques qui deviendront des ministres de l'Éducation, donc qui continueront à octroyer des élèves à ces écoles-là pour que le parti puisse avoir beaucoup d'argent. Il suffit de s'intéresser au taux de transfert juste après les orientations du DF pour se rendre compte que les gens sont envoyés vers des écoles, des partis ou des promoteurs qui payent. Un étudiant, un élève est monnayé au niveau du ministère. Donc, je pense que personnellement, pour bâtir un système éducatif fiable, il faudrait déjà qu'on ait une vision globale de ce qu'on veut pour le Mali de demain. Parce que l'école ne peut répondre qu'à cette vision-là, qu'à cette aspiration-là. Et si on veut un Mali meilleur, un Mali qui puisse répondre aux aspirations de développement, qui puisse s'intégrer dans un monde numérisé, globalisé, je pense pertinemment que l'État doit reprendre la main. Ça a été dit tout à l'heure, on ne peut pas contrairement à ce que le grand frère a suggéré, on ne peut pas fermer les écoles privées aujourd'hui parce que l'État n'a plus les capacités pour recevoir tous ces élèves-là, pour les former. Mais je pense qu'on peut le faire de manière progressive. C'est-à-dire que dans un premier temps, l'État peut créer des comités de supervision de ces écoles-là, y mettre pied, s'assurer que les programmes sont exécutés correctement, s'assurer que les étudiants reçoivent les mêmes niveaux d'éducation que les écoles publiques. Et progressivement, reprendre la main, multiplier, ne surtout pas arrêter de créer des écoles publiques, multiplier des écoles publiques pour qu'on puisse avoir la main de façon globale. Maintenant, à partir de là, on ne peut régler que le problème de l'enseignement de base qui est le plus crucial pour moi. Je reste persuadé que la décentralisation, même si elle est bien, les maires ne pourront jamais gérer les écoles. Parce que les maires eux-mêmes, pour la plupart, ne sont pas scolarisés, donc ils ne savent pas les objectifs assignés à l'école. Donc, je reste persuadé que cela doit rester une des prérogatives du gouvernement du pouvoir central. Et au-delà de cela, en ce qui concerne l'enseignement supérieur, il va falloir beaucoup de courage. Très rapidement. Donc, pour l'enseignement supérieur, il est vraiment urgent qu'on oriente notre système éducatif en fonction des besoins du marché. Donc, quel est le marché aujourd'hui? Quels sont les besoins du marché? Quelle va être l'évolution de ce marché-là demain, dans 50 ans, dans 20 ans? Et qu'on forme des enfants, nos jeunes frères, nos enfants, dans ce contexte-là, plutôt que de continuer à former des gens dans des disciplines où nous sommes certains qu'ils n'auront pas de travail, parce que tout simplement, on n'a pas réfléchi à ce que va être le marché de demain. Imaginez que le Mali comptera 50 millions d'habitants d'ici 2050. Et à partir de là, nous voyons un peu des émeutes partout en Afrique. Et le Mali n'échappera pas, même si on a eu des mini-révolutions chez nous. Cette jeunesse-là n'acceptera plus de vivre au chômage, n'acceptera plus de regarder la situation se dégrader. Mais ça va être une implosion et les premiers à y passer seront les responsables politiques. Très bien, merci beaucoup, Sega. Donc, je suggère que nous passions la parole aussi à celles et ceux qui ont des questions.
Youssouf, je crois qu'il faut poser les questions dans les chats, c'est ça, hein? Les ajouter directement s'ils veulent parler. Alors, donc, si Oui. c'est vous qui avez la main, hein, je crois. Donc, je vois quand même beaucoup de commentaires. Il n'y a pas tout à fait de questions. Donc, là, on peut peut-être commencer par la dernière question. Est-ce que les différents intervenants ont un système de mentorat en place compte tenu de l'énorme dégringolade éducative? Donc, je ne sais pas qui veut bien répondre à cette question. Est-ce que les différents intervenants ont un système de mentorat en place compte tenu de l'énorme dégringolade éducative? Mohamed Amara? Écoutez, ce que j'ai dit toujours. En une minute, hein, Mohamed, les questions, il faut. Oui, Khalil. Khalil, non, je n'ai pas eu le dernier mot, donc je reprends ma minute pour le dernier mot. Voilà, pour rétablir l'équité. Ce que je voulais dire par rapport au système de mentorat, moi, par exemple, j'encadre des étudiants en master, c'est-à-dire qui ont des mémoires à faire. Si c'est ça, c'est pas un système au sens master où on vient, on suit les gens, on leur donne du travail, quoi. C'est pas ce que je fais. En tout cas, c'est pas mon job. Mon job, c'est du suivi accompagnement pour qu'ils apprennent à faire de la recherche et qu'ils apprennent à être des bons, en tout cas, des sociologues, entre guillemets, corrects. C'est ce que je fais. Je connais pas à l'université ce genre de processus. Par contre, il y a des assistants, donc des gens qui s'inscrivent en thèse, qui sont assistés par les différents collègues enseignants-chercheurs. Et je termine ce que disait Sega, je suis absolument d'accord, c'est que pour moi, il faut une politique éducative et que notre problème principal, au-delà de tout ça, c'est le d'abri, quoi. C'est-à-dire, moi qui vous, en bambara, on dit ça, je ne sais pas comment le traduire en bon français, mais voilà, on n'est jamais clair, on est flou. Moi qui vous parle, qui dénonce le système de corruption, demain, je reproduis les mécanismes de corruption. Et donc, ça en dit long sur aussi nous, ce que nous sommes en tant que Maliens. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Merci. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Donc, je vois qu'il y a une question aussi de Brahima Agali Traoré qui a beaucoup insisté sur la question de la gestion professionnelle, donc la gestion de la main-d'œuvre. Donc, il demande, donc ce n'est pas un manque de financement ou d'enseignement valable, c'est un problème de gestion des problèmes, sans gestionnaire professionnel. Donc, je ne sais pas si quelqu'un voudrait réagir à cette question. Oui, Guindo. En une minute. Oui, d'accord, bien sûr. Moi, je m'inscris dans sa question, en effet. C'est le constat qu'on fait au Mali, d'ailleurs. Vous rentrez dans les administrations académiques, qui soient dans l'école de base ou à l'université, vous verrez vraiment des gens qui sont en déphasage de ce qui est vraiment réel, des enjeux réels pour le monde, notamment pour les Maliens. Et donc, du coup, vous verrez également que l'administration fonctionne de manière rocambolesquement parlant, vraiment morose. Donc, du fait de cela, il faudra qu'il y ait des gens dans l'administration qui partagent les mêmes satisfactions, les mêmes envies que les étudiants, dans un esprit de concorde et dans un esprit de partenariat et de concertation. L'administrateur fait son rôle d'académique et également l'enseignant fait son rôle d'académique. L'étudiant arrive à aussi jouer son rôle de manière pleine. Et là, si vous avez dans des administrations des gens qui sont là pour simplement jouer les jouements à partir de leur ordinateur, qui en leur posant des questions, ils sont frustrés, ils sont en colère, ils oublient pourquoi ils sont là dans l'administration payée par les impôts des Maliens, eh bien, l'administration dysfonctionne. Merci bien. Merci beaucoup. Donc, je vois aussi qu'il y a une autre question. Une réforme du système dans son entièreté n'est-il pas nécessaire pour pouvoir aspirer à une éducation nationale d'excellence? Diallo, peut-être? Diallo, je ne sais pas si vous nous entendez.
Monsieur Diallo. Bon, pour qui voudrait répondre à cette question? Une réforme, donc je rappelle, une réforme du système d'entièreté n'est-il pas nécessaire pour pouvoir assurer à une éducation d'excellence? Oui, en effet, pour répondre, on peut voir que la réforme existe déjà. Il faut juste jeter un coup d'œil sur... Malheureusement, je n'ai toujours pas vous verrez que entendu. Vous verrez que l'ensemble des... Alors, Guindo, on ne vous entend plus. Je pense que votre micro est... Oui, je disais tantôt qu'il suffit de jeter un coup d'œil dans le PRODEC qu'on voit qu'on ne manque pas de réformes au Mali. C'est-à-dire, dans le PRODEC 2 qui a été adopté en 2018, il y a tout dedans, de l'enseignement préscolaire jusqu'à l'enseignement supérieur. Et donc, on a essayé d'englober toutes les problématiques afin d'aboutir à des solutions globales. Aujourd'hui, ce qui vaille, voilà le consensus qu'on peut tirer dans notre conférence, c'est de l'application nette et concorde des engagements pris par le gouvernement en place. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'on change de gouvernement, qu'on revienne à revoir le système éducatif ou avec de nouveaux engagements vis-à-vis des financiers extérieurs. Et ce que Sega a mentionné, c'est exact cela. Donc, il faudra que le gouvernement se mette dans une logique de vision à long termiste. D'accord. Monsieur Diallo, je ne sais pas si vous nous entendez à nouveau. Donc, la question, c'était, une réforme du système dans son entièreté n'est-il pas nécessaire pour pouvoir aspirer à une éducation nationale d'excellence? Je pense que si on veut gagner du temps, il ne faut pas. Il y a la connexion est mauvaise, peut-être qu'il faut passer la question à quelqu'un d'autre. Ah oui, je pense qu'il nous entend maintenant. Oui, il faut gagner du temps parce que moi, je ne vais pas tarder à me... J'ai des problèmes de connexion après. Alors, sinon, on passe directement à... Oui, alors, Monsieur Diallo. Oui, je vous entends, je n'avais pas entendu la question. C'est un enseignement d'excellence. Hein? D'excellence, oui. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de réformer tous les systèmes pour avoir un enseignement d'excellence? Un enseignement d'excellence, je suis d'accord avec chacun d'entre nous, hein, mais avec Guindo, qui a dit que les problèmes ont été identifiés dans le PRODEC. Non, pas réformer. Moi, je pense que le vrai problème, ce qu'il faut réformer, c'est le Malien lui-même. Les programmes que je pense que non, on ne les a pas appliqués, soit parce que la corruption est venue y mettre son nez, ou bien quelqu'un qui n'était pas là au moment où on a pris, on a décidé de faire un programme décennal de l'éducation, il vient là, il veut tout troubler. Prenons le temps. Tous les résultats ne peuvent pas moment. Il y a des problèmes dont le résultat est tout juste ici. Quand on crée des écoles, on n'entreprend de créer des classes, on voit du temps pour que ces enseignants puissent avoir un impact sur la qualité de l'enseignant. Ça prend encore plus de temps. Les décisions, et le problème du Mali, c'est ça. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, on a une révolution politique qui remet tout en cause. Or, je pense qu'il y a des secteurs qu'il faut mettre en dehors de tous ces soubresauts. Il y a l'armée, il y a d'autres secteurs. Si on ne le fait pas, on ne pourra rien avoir. On n'a même pas le temps de savoir si les réformes qu'on s'est données marchent bien ou pas. À mon avis, au moment où ces réformes, personne ne lève le petit doigt pour dire que ces réformes ne marchent pas ou bien ça marche pas, ça disparaît ici. Je pense que le problème pour avoir un enseignement d'excellence, c'est qu'il faut arrêter le dysfonctionnement qui est devenu le mode de fonctionnement même de l'administration malienne. Rationalisons les choses, soyons plus éthiques et soyons plus professionnels. Ce n'est qu'à ce prix-là qu'on peut avoir un enseignement d'excellence. On a beau avoir le meilleur programme du monde, si nous ne l'appliquons pas comme il faut, si nous ne sommes pas professionnels, si nous ne sommes pas éthiques, nous n'arriverons à rien. D'accord, très très bien.
Donc, je suggère qu'on passe à la question suivante. Vu le peu de places disponibles dans les universités, est-ce qu'il ne faut pas que l'accès à l'université se fasse après une sélection pour renvoyer les autres de suite vers les formations professionnelles? Sega. C'est déjà le cas pour un certain nombre de facultés en fonction du nombre de places disponibles. On a le numerus clausus à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontostomatologie du Mali. Je pense que les autres facultés ne l'ont pas instauré parce que elles sont en capacité de recevoir énormément d'étudiants, tout simplement par rapport aux objectifs qui sont assignés à ces facultés-là. C'est-à-dire que aujourd'hui, la faculté, n'importe quelle faculté, l'université des sciences économiques de Bamako n'a pas pour vocation de former des experts comptables ou quoi que ce soit. Donc, on lui assigne juste de former des gens qui puissent être des polyvalents, qui ont des notions générales, mais qui puissent plus tard exercer dans n'importe quel domaine. Parce que ce qu'il faut retenir, c'est l'objectif assigné à l'université. Donc, une université est différente d'une grande école. Donc, à l'université, on forme des gens pour qu'ils puissent connaître le monde, pour qu'ils puissent réfléchir, pour qu'ils puissent avoir un esprit d'ouverture et de synthèse. Et je pense que pour cela, il faut quand même donner une chance aux étudiants également qui ne sont pas forcément brillants, de pouvoir continuer, de pouvoir accéder à ce savoir-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va créer une sorte d'injustice pour des gens qui seront pénalisés pendant toute leur vie, alors que tout simplement, ils n'ont pas été bons quand ils avaient, j'imagine, 19, 18 ans ou 20 ans, à 18, 19 ou 20 ans. Donc, je ne suis pas sûr que fermer la porte de l'université à un certain nombre d'étudiants soit la solution, mais il faudra, par contre, multiplier les capacités des facultés, multiplier les facultés et faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à cette éducation-là. D'accord, très bien. Mohamed Amara, sur la même question. Oui, Sega a dit l'essentiel. Hein. S'il y a d'autres questions, je répondrai. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour inciter les lycéens à s'orienter vers les filières scientifiques? La question est adressée à qui, Khalil? À tout le monde. D'accord. Oui, ok. Tu peux nous désigner quand, si tu veux. Il n'y a aucun problème. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était quoi pour inciter pour inciter les jeunes les jeunes lycéens à s'orienter vers les filières scientifiques. Donc, j'imagine les sciences dures. Oui, j'ai compris. Merci beaucoup. Ben, écoutez, il ne faut pas se voiler la face. C'est la deuxième fois que je répète cette expression. Ça veut dire juste qu'on a un système éducatif héritier de la colonisation française. Et donc, on a des formations qui sont très théoriques. Sur le système français, quand vous partez aux États-Unis d'Amérique ou au Canada que je connais, c'est des formations très pragmatiques où ce n'est pas aérien. Vous vous rendez compte que nous, à chaque fois qu'on parle, on est très aérien. Nos analyses ne sont pas ancrées. On est très loin de la réalité. Et ça, c'est la formation, c'est l'éducation que nous avons reçue malheureusement. Donc, une des solutions pour être bref, à travers ce que je connais, pour sortir de ce yo-yo universitaire ou éducatif, c'est donc la question de la réorientation, la question de la formation au métier. Comment faire que, comme on a au Canada le cégep qui représente à peu près le lycée ici, comment faire que tout de suite au lycée, on apprenne aux élèves à ce que c'est les métiers de tissage. C'est possible, on a du coton chez nous. Qu'on apprenne la menuiserie, c'est possible. On a beaucoup de menuisiers, etc. C'est ça qui permet tout de suite d'écrémer et de faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec d'énormes étudiants, une pléthore d'étudiants dans les universités. Ça, c'est un. Et dernier point, par rapport aux formations scientifiques, normalement, un scientifique, c'est quelqu'un qui est bon dans les maths et dans les physiques chimie. Et donc, il y a les écoles scientifiques pour ça, comme la FAST, comme l'école d'ingénieurs, l'ENI, ou ceux qui vont en agronomie, par exemple, à Koulikoro. Donc, normalement, il y a de la place pour ça. Par contre, il y a le reste, la grande masse.
Et là où je rejoins ces gars, c'est qu'il faut éviter de créer des inégalités. Il y a cette grande masse qui n'est ni scientifique, ni littéraire, ni assez bon d'un coin, ni assez bon dans un autre. Il faut s'occuper de ces gens. Et la seule solution, je le redis, c'est la formation au métier. Le FAFPA existe, on connaît le FAFPA, on fait ce qu'il fait. Mais il faut que tout ça intervienne tout de suite dans la politique éducative générale, en fait. C'est une vision, ça a été dit par quelqu'un. C'est tout de suite qu'il faut le penser et faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec des gens qui se disent philosophes alors qu'ils n'ont pas jamais eu le diplôme de philosophe. Il y en a qui vont se dire anthropologues, ils ne l'ont jamais eu, ingénieurs, ils n'ont jamais fait des études d'ingénieur. Bref, et donc, poser les bases, être rigoureux, et Diallo, je le rejoins parfaitement en disant que le problème, c'est les Maliens, quoi. On ne peut pas continuer à nous mentir. Il faut qu'on sorte du mensonge, très sincèrement. Et je finis là-dessus. Merci beaucoup. Très bien. Donc, une dernière question, parce qu'il est 17 heures déjà. Quand exactement... Alors, donc, pardon. Quand exactement le niveau a commencé à baisser? Pourquoi et comment le niveau a baissé? Oui. Je pense qu'on a répondu à cette question dès le début. On a eu à toucher à tous ces éléments. Mais je voudrais, sans répondre à cette question, mais rebondir à ce que M. Kamara a mentionné, sur le fait que l'enseignement doit être collé aux besoins de la communauté. En ce sens, on a vu dans les années 60 et plutôt 90, on a innové, on a procédé à des innovations, notamment le centre d'éducation au développement, dans lequel on formait, c'est-à-dire les élèves qui n'ont pas eu la chance d'avoir le DEF et autres, là, de les former dans des métiers plus pratiques, dans des métiers qui répondent en effet aux besoins quotidiens des populations maliennes. Et aussi, on a créé un centre d'enseignement agricole dans lequel on formait les jeunes gens dans les filières agricoles. Et là, ce sont nos problématiques et ce sont nos besoins. Et là, j'ai rejoint également sur le fait que notre enseignement est plus théorique et pragmatique. Donc, pour cela, aujourd'hui, il faudra, en ce sens, coller et dire même aux villageois, aux paysans, là où ils sont, qu'ils soient en effet, c'est-à-dire utiles à leur communauté. Et pour cela, cela ne peut se faire sans l'accompagnement de l'État. Il faut un État fort. Je ne parle pas de la force de l'État en termes de violence, mais en termes de pouvoir répondre aux besoins. Un État qui répond aux services publics de ses concitoyens. C'est cela aujourd'hui l'enjeu. L'enjeu d'insécurité et l'enjeu d'éducation, ce sont là aujourd'hui l'alpha et l'oméga de notre survie au Mali. Ça, l'éducation, on ne vit pas, et sans la sécurité, on ne vit pas. Donc, le gouvernement de transition et le gouvernement successif vont s'inscrire dans cette lancée pour qu'on puisse connaître un Mali radieux que nous espérons. Merci. Très bien. Sega, un dernier mot. Un dernier mot, ce serait un mot de remerciement. Je remercierai l'association des étudiants et stagiaires maliens de Lyon et je remercierai également tous ceux qui nous ont suivis pendant pratiquement ces 2 heures de discussion assez intéressantes et surtout assez pédagogiques, parce que on a appris pas mal de choses sur le système éducatif. Et donc là, moi, je vous inciterai à renouveler cet exercice-là sur d'autres sujets. Ça renforcerait la démocratie, parce qu'il n'y a pas de démocratie sans débat. Mais au-delà de cela, je pense qu'à partir de ces discussions-là, peut-être que nos recommandations tomberont dans des oreilles de quelqu'un qui sera en charge un jour du système éducatif malien, qui pourra en faire bonne escience. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je remercie également mes autres camarades qui étaient avec nous sur le plateau et je vous dis à une prochaine fois. D'accord. Mohamed, les derniers mots pour toi. C'est une question d'équité. Oui, non, mais tout a été dit. Merci infiniment. Il faut continuer. C'est la formation démocratique. Il n'y a rien à dire. Hein. Il faut, en fait, c'est un devoir de génération. Chacun doit jouer sa partition. Merci beaucoup à tout le monde. Très bien. Merci beaucoup, Mohamed. Merci à Modibo Diallo. Merci à Sega. Merci à Mohamed Amara et merci à Issara Guindo aussi. J'ai été très enchanté d'animer la conférence avec vous. Donc, je passe la parole à Youssouf pour clôturer la discussion. Écoute, merci beaucoup Khalilou pour l'animation de ce débat très riche. Hein. On a abordé plusieurs thèmes, le niveau de l'éducation au Mali. On a mentionné que l'enseignement, c'est un socle
pour toute une nation. On a parlé des choix politiques, de la décolonisation de l'éducation, des différentes réformes. On s'est attardé sur la réforme de 62 et également celle de 94. On a discuté de la surproduction en fait des diplômés qui ne sont pas forcément adaptés au marché. Plusieurs sujets ont été abordés lors de ce débat. J'espère qu'on a énormément appris. On remercie l'AS Mali, on remercie tous les participants à cette conférence et on espère pouvoir renouveler ce type de conférence. On ne peut clôturer sans remercier les différents intervenants, Mohamed Amara, Sega Djara, Modibo Diallo, Issaka Guindo et l'animateur Khalilou Bari. Donc merci beaucoup à toutes et à tous et on se dit à une prochaine fois. Bonne journée, excellente fin de journée à vous.